Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce live ce soir. J'espère que vous êtes tous bien présents. Et donc, nous allons ce soir avoir un live un petit peu particulier puisqu'on va faire un petit peu ensemble des cas pratiques. Et voilà, donc je suis vraiment contente de vous retrouver pour cet exercice un petit peu particulier qui va justement nous permettre de voir ensemble un petit peu comment un naturopathe travaille, de quelle manière en fait il réfléchit pour ensuite trouver des solutions. Alors je vois que tout le monde arrive petit à petit, je ne sais pas combien on va être. Est-ce qu'on va augmenter encore par rapport à la dernière fois? Donc voilà, vous êtes déjà tout plein, tout plein. Bonsoir à vous. Alors bien entendu, comme on risque d'être nombreux, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde et faire coucou à tout le monde, mais en tout cas, Colette, Nani, Aline, Lynn, bonjour à vous, Alice, Louisa, voilà, donc là, c'est en train de monter en puissance, et bien tant mieux si on se retrouve tous ensemble pour ce live. Voilà, Géraldine, bonsoir, Sophie, Patricia, Mimi. Eh ben, c'est super. Donc, on va vraiment, j'espère passer une bonne soirée ensemble. Et puis surtout, j'espère que vous allez être, comment dirais-je? J'espère que vraiment ce live va vous apporter quelque chose. D'une part, de la culture naturopathique, si je puis dire. Et puis, d'autre part aussi, de la façon dont un naturopathe travaille. Et vous allez voir que c'est une démarche très spécifique, très intéressante. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc déjà, je voudrais savoir si vous m'entendez bien tous, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de doute, mais enfin, je veux vérifier vraiment que vous soyez bien aux aguets, que vous m'entendiez bien et que vous me recevez bien. Voilà, Marie, Serge, Pascal, encore une Marie, il y a plein de Marie, décidément. Très bien. Sophie, bonjour à vous, bonsoir à vous. Eh ben, merci Lydie, Lydie Passelet qui dit j'adore ces rendez-vous. Merci Lydie, c'est adorable. Moi aussi, j'aime beaucoup être devant vous ici. Super. Voilà, donc justement, donc vous m'entendez bien visiblement, super, très bien, merci. Bon, moi, j'étais pas très inquiète, hein, mais bon, ça vaut quand même le coup de poser la question. Et puis, puisqu'on a un petit peu le temps que tout le monde arrive, hein, voilà, un petit peu d'où est-ce que vous me regardez? Est-ce que, alors je cherche pas à savoir si vous êtes dans votre salon ou dans votre chambre, hein, mais simplement si vous êtes de Paris, d'Île-de-France ou d'un autre endroit dans la France, oui, de la France, ou peut-être même de l'étranger, pourquoi pas. Ben, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes naturopathe? Est-ce que vous êtes futur naturopathe? Enfin voilà, un petit peu, non pas votre pédigré, n'exagérons pas, mais en tout cas, voilà, de où vous nous parlez. Donc Bordeaux, alors voilà, Nani a répondu la première, donc bonjour Nani qui vient de Bordeaux. Voilà, c'est une très très jolie ville, paraît-il, je ne connais pas cette ville-là. Mireille aussi, on a deux Bordelaises au moins. Voilà, Metz. Donc c'est vrai que Strasbourg, Vaucluse, Luberon, c'est bien, on va tous se retrouver ensemble pour un même rendez-vous. Très bien. Angers, Argelès. Très bien. Bah écoutez, à côté d'Amiens, en cours de formation, Pam Pam qui me dit ça. Très bien. Étudiante en naturo de la Champagne. Ah ah, je connais bien la Champagne, puisque j'y ai vécu longtemps, ma fille étant champenoise elle aussi, et son papa fait du champagne, donc je connais très bien la Champagne. Évreux et en formation de naturopathe. Bonjour de Nancy. Très bien. Saint-Brieuc, la Bretagne. Voilà, Geneviève, bonjour. C'est un projet de reconversion, région lyonnaise. Très bien, la Gironde, super. Très bien. Donc il y a beaucoup de gens quand même qui ont cette sensibilité hein, pour la naturopathie et qui vont vraiment, qui ont envie finalement de peut-être de changer de métier. Puis d'abord, avant de changer de métier, quand on devient naturopathe, en fait, on change de vie. Donc c'est ça qu'on apprend en fait, à changer son mode de vie, son mode de consommation, sa façon aussi de voir le monde. Hein. On change assez facilement sa façon de voir le monde quand on fait de la naturo. Léo de France. Île-de-France, Pauline, Cécilia de Bretagne, très bien. Corse, Sophie qui vient de Corse, très très jolie la Corse. Enfin, toutes les régions sont jolies, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je connais parce que j'y suis passée, donc c'est vrai que c'est très très joli. Aix-les-Bains, voilà, c'est en train de se stabiliser, hein, on va être peut-être 300, peut-être un peu plus.
Très bien. Donc, ben, on va petit à petit, on va commencer. Là, j'ai l'impression que ça se stabilise. Donc, on va être un petit comité aujourd'hui, mais tant mieux. C'est bien parce que du coup, ça va peut-être vous laisser l'opportunité de pouvoir poser plus de questions. Alors, on serait ensemble dans une même classe, je vous ferai bosser, mais là, c'est vrai qu'en 1 heure et demie, ça va être un petit peu compliqué, donc c'est surtout moi qui vais parler. Néanmoins, on va essayer quand même d'interagir. En tout cas, pour ceux qui sont en formation, ce serait pas mal que vous puissiez mettre votre petit grain de sel, parce que vous allez voir un petit peu comment on travaille. Ce que je tenais quand même aussi à dire, c'est qu'évidemment, les solutions que j'ai proposées à mes clients, parce qu'en fait, ce sont des cas que j'ai eus dans mon cabinet, ce sont mes solutions à moi, mais ce n'est pas une vérité intangible et c'est pas gravé dans le marbre. Ça veut dire que d'autres solutions sont possibles, hein, d'autres plans, d'autres compléments, enfin, il y a plein de choses possibles, sauf que bah, c'est les décisions que j'ai prises à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je referai la même chose? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais fichtrement rien. Ça dépend tellement de la personne qu'on a en face de soi et à l'instant T. Donc surtout, ne soyez pas heurtés par mes solutions parce que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça ou enfin peu importe. En tout cas, sachez que c'est les solutions que j'ai proposées à un instant T à une personne donnée et que ça a plutôt, enfin là je vous donne des cas qui ont fonctionné parce que des fois ça fonctionne pas, hein. C'est pas toujours, c'est la naturopathie, c'est comme on est sur l'humain, on n'a jamais de solution parfaite, etc. Parfois ça fonctionne pas et il faut revoir sa copie. Voilà, de la région centre, etc. Voilà, on est à 310, 313. Très bien, on va attendre encore un tout petit peu. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de vous faire un petit peu une idée de savoir comment est-ce que j'ai réfléchi face à un cas, hein, comment j'ai fait, quelles ont été mes hypothèses de travail, parce que, comme je vous le disais peut-être dans le premier et le deuxième live, je suis quelqu'un de scientifique, hein, et j'aime bien travailler de manière rigoureuse et pragmatique. Donc rigoureuse au sens où je vais aller chercher la cause de la cause de la cause, ça c'est la première chose, et puis au sens aussi où, une fois que j'aurai trouvé cette cause, ou que en tout cas j'aurais estimé que la meilleure des hypothèses est celle-ci, à ce moment-là, je vais proposer des solutions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pas proposer un truc parce que tu es constipé, que je te donne une plante. Ça ferait du symptomatique et on l'a dit, hein, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche, c'est à faire de la cause, de la cause, de la cause. Donc voilà, et ben écoutez, je crois que ça augmente encore un petit peu, je vais attendre encore quelques secondes. Et puis de toute façon, hein, pour ceux qui auront raté un peu le début, heureusement, vous pourrez assister au replay du live, donc il n'y a aucun problème. Voilà, bah écoutez, si vous le voulez bien, nous sommes 326, enfin avec moi ça fait 327, plus donc mon amie Sylvie qui fait la modération, donc 328, nous allons donc commencer. Alors, donc, toutes les questions que vous avez besoin de poser, ben, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Sylvie, donc, qui est la personne qui m'accompagne, enfin, on est ensemble, hein, c'est pas elle qui m'accompagne ou moi qui l'accompagne, on est ensemble sur ce projet, donc va faire la modération. C'est pas la peine de prendre de notes, etc. Simplement écoutez, puis vous pourrez télécharger le support, hein, c'est dans le lien de la vidéo, voilà, vous avez qu'à cliquer et vous aurez le lien. Alors, en avertissement, et vous allez voir que je vais le répéter encore et encore, la consultation de naturopathie ne se substitue pas à une consultation médicale. Autrement dit, et je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, quand je reçois un client, je lui demande toujours s'il a vu son médecin, s'il a consulté son médecin, etc. Parce que je ne suis pas là pour faire de diagnostic, hein. Le diagnostic est un acte purement médical et voilà, donc ça c'est super important. Et deuxième chose, jamais à aucun moment je ne dirai à mes clients d'arrêter, hein, ou de modifier, d'interrompre ou d'arrêter, j'ai écrit, c'est un non-sens que j'ai écrit, pardonnez-moi. Donc de modifier ou d'interrompre un traitement médical, hein. Ça, c'est de l'ordre du médecin. Voilà. Oui, Jacqueline, il y aura un replay. Voilà. Quand vous me voyez voir sur le côté, c'est que je regarde, jette un coup d'œil au chat. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit très, très clair et c'est très, très important, hein. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne faisons pas de médecine. Nous sommes là pour redonner, si vous voulez, hein, du bien-être aux personnes, pour essayer de les aider à se sentir mieux. Mais on n'est pas là pour faire de la médecine.
Alors, donc le premier cas que j'ai choisi de vous proposer, c'est la constipation. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de la constipation? Bah, déjà parce que ça concerne tout le monde. Moi, la première, j'ai été, concernée, donc je peux vous dire que j'en connais un rayon, si je puis dire. Et puis parce que vous avez près de 50 des femmes, hein, si on regarde les chiffres, qui se plaignent de constipation. Donc ça me semblait une bonne chose que de parler de constipation. Et puis comme on parle d'intestin, bah, alors j'aurais pu parler de la diarrhée aussi, mais bon, j'ai choisi la constipation parce que j'ai été touchée de près et que c'est vrai que mon activité de naturopathe a nettement aidé, hein, et m'a permis donc de voilà, d'aller nettement mieux et de ne plus être constipée aujourd'hui. Donc voilà, nous allons donc commencer. Est-ce que le fait alors une question qu'on m'a posée, voilà. Alors malheureusement, c'est ce que je vous disais les autres fois, je ne peux pas répondre à vos questions personnelles, parce que, bah, c'est toujours très complexe. En plus, une question, c'est pas le tout, hein, là, la question suivante, c'est: «Est-ce que le fait d'être traité au méthotrexate pendant des années influe sur l'intestin?» Moi, j'ai l'impression que ça a un impact néfaste. Après, il faut alors le méthotrexate, hein, c'est donc souvent pour la polyarthrite rhumatoïde, hein, qu'on donne ça, ce genre de choses. De toute façon, ce genre de traitement, c'est jamais, super bon. Voilà, dans le traitement de la polyarthrite, rhumatoïde, c'est ça. Rhumatisme psoriasique et le psoriasis, oui, en effet. Après, il faudrait aller voir, mais en général, les traitements médicaux, surtout au long cours. Mais ça peut aussi être la pathologie en soi. Ça peut être aussi la pathologie. On y reviendra sur l'inflammation. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais essayer de faire un peu de frappe ciblée et puis de pas trop me disperser parce qu'on a quand même un gros programme. Donc la constipation. Alors du coup, non c'est par là, désolée. Alors donc cet, 1er cas, donc c'est une femme qui a 40 ans, qui fait 1,70 m, 58 kilogrammes, donc elle est plutôt mince, hein, pas voilà. Plainte principale, elle a une constipation depuis la toute petite enfance. Elle dit en fait ne pas se rappeler, ne pas avoir été constipée, une fois dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très stressé puisque je lui ai demandé justement de me mettre un peu parce qu'elle me dit: «Oui, oui, je suis stressée», mais alors on peut être un peu stressé, beaucoup stressé, moyennement stressé, très stressé. C'est difficile d'évaluer donc sur une, je lui ai demandé de me mettre sur 1 à 10, son stress et elle me disait que c'était à 8 et cela depuis plusieurs années, hein. Et elle a un terrain, particulièrement, anxieux, hein. Je lui ai demandé justement pourquoi, si elle était née par voie, naturelle et donc effectivement, parce que la naissance par voie, naturelle, fait que, donc le bébé va passer par la voie vaginale de maman et au niveau du vagin, on a une flore, hein, et donc c'est important déjà d'être ensemencé par la flore de sa maman, alors que quand on est par césarienne, évidemment ça n'arrive pas mais c'est à la condition que la maman elle-même n'ait pas de problème de dysbiose, c'est-à-dire de déséquilibre de sa flore. Donc la naissance par voie naturelle est importante et je lui ai demandé aussi si elle avait été allaitée par sa maman puisque, l'allaitement va fournir justement, entre autres des probiotiques, hein, qui vont c'est-à-dire des bonnes bactéries qui vont permettre de continuer ce travail d'ensemencement, pardon, de l'intestin. Et donc elle m'a dit qu'elle a été allaitée uniquement 3 semaines, mais c'est déjà, bien mieux que rien. Donc voilà un petit peu le cas de cette dame. Alors je lui ai demandé un petit peu au niveau digestif, comment, ça allait. Donc elle m'a dit qu'elle avait 1 à 2 selles dures par semaine, hein, qui était difficile même à évacuer, hein, ça lui pose des soucis ça, qu'elle est ballonnée, alors dès qu'elle est un peu constipée, elle est très ballonnée et ça la gêne puisqu'elle a elle a pas mal de gaz et cetera, effectivement quand on a beaucoup de gaz dans la vie professionnelle, c'est compliqué. Elle ne se plaint pas d'autres troubles digestifs, elle dit qu'elle digère à peu près tout bien et elle ne se retient pas d'aller aux toilettes. Alors évidemment, si j'étais à vous, dans une classe, je vous dirais: «Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?» Là, si je vous le demande, le temps que ça revienne, on va y passer 10 minutes, donc je vais vous répondre directement parce que, en fait, vous avez quand vous avez des matières qui arrivent au niveau du rectum, vous avez ce qu'on appelle un réflexe défécatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez, une envie qui arrive et il faut y aller tout de suite. Et donc il faut y aller tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe qui, est comment dirais-je? C'est un petit coquin. C'est-à-dire que si on n'obéit pas à ce réflexe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois,
À un moment donné, on n'a plus le réflexe. Il s'annule. Après, on ne sait pas très bien pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, du coup, après, on n'a carrément plus envie d'aller. Et ça pose problème. Donc, je lui ai quand même demandé de me dire si elle avait ça. Et non, elle ne se retient pas. Dès qu'elle a envie d'y aller, elle court parce qu'elle veut se débarrasser de ces matières qui l'encombrent. Alors, dans d'autres plaintes, donc je lui ai posé, donc voilà, je vous donne un petit peu tout le questionnement, hein, voilà. Donc dans des autres plaintes, elle se plaint de fatigue, mais comme elle est très stressée, c'est pas complètement étonnant, et elle est très anxieuse, mais ça, je crois que je vous l'avais dit un petit peu plus tôt. Je lui ai demandé aussi quels étaient ses antécédents familiaux, donc elle me dit que sa mère est dépressive et qu'elle a toujours elle-même été constipée. Donc vous voyez que le fait de savoir qu'elle soit née par, comment dirais-je, par voie naturelle, sans doute avec une maman qui avait une dysbiose, du coup elle a un petit peu hérité de ça. De plus, sa maman a eu un cancer du sein et sa sœur aussi, et d'ailleurs je crois que sa sœur en est même décédée assez tôt. Et quant à son papa, il souffre d'hypertension artérielle. Donc voilà, on voit un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer tout ça? Moi, je pense à l'inflammation tout de suite, hein. Cancer, hypertension, on peut penser à l'inflammation. Je reviendrai un petit peu à l'hypertension tout à l'heure. Alors, je lui ai demandé, bien entendu, comment elle mangeait, parce qu'on peut être constipé parce qu'on ne mange pas de fibres, par exemple. Donc là, évidemment, c'est presque facile, il suffit de manger des fibres. Enfin, il suffit, non, c'est jamais ça, mais bon. Pardonnez-moi. Et donc, elle mange bio depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de fruits et légumes. Donc, elle me disait vraiment qu'elle faisait très, très attention à son alimentation, justement pour avoir un transit, enfin avoir le plus de fibres possible pour que son transit fonctionne bien. Et en outre, elle me disait même qu'elle ajoutait du son d'avoine pour augmenter sa barre sa part de fibres alimentaires. Donc, visiblement, c'est quelqu'un donc qui a conscience, hein, des enjeux au niveau de la constipation, qui s'est renseigné. Et le fait de cet ajout de fibres, alors on verra que malheureusement, le son, c'était pas forcément l'idée du siècle. J'y reviendrai quand on parlera de la complémentation. Hein, puisqu'en fait, le son peut empêcher, parce que c'est des fibres assez importantes, ça peut empêcher justement l'absorption de certaines vitamines, en particulier celles du groupe B. Donc voilà. C'est quelqu'un qui boit entre 1,5 litre et 2 litres par jour, donc qui boit correctement, et c'est quelqu'un qui ne prend pas de laxatif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre de substances pour l'aider à aller aux toilettes, sauf, me dit-elle, quand vraiment elle n'en peut plus, à ce moment-là, elle va prendre du jus de pruneau et des tisanes à base de plantes laxatives. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a eu conscience de l'importance finalement de l'hygiène de l'alimentation en particulier, et qui pourtant ne trouve pas de raison à sa constipation. Et elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas tellement aller voir le médecin pour ça, parce qu'elle ne voulait pas prendre de laxatif en fait. Alors, donc, hop là. Donc, au niveau de son hygiène de vie toujours, c'est quelqu'un qui va dormir 8 heures par nuit, qui n'a pas de pratique sportive, mais qui marche toute la journée parce qu'elle a une activité professionnelle intense. Donc, c'est quelqu'un qui galope un peu toute la journée, mais elle fait pas vraiment de sport. Donc, ça pourrait l'aider pour son stress. Alors, du coup, une fois qu'on a tout ça, l'idée, c'est de dire, bon, alors on a tout ça. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui pourrait être à la cause de la constipation de cette dame-là? Alors, je vous les ai mis toutes un petit... Alors, j'en ai peut-être oublié, hein, mais bon, je vous en ai mis plein. Alors, voilà, donc, pas assez de végétaux, pas assez de fibres, dysbiose, hein, la dysbiose, je vous rappelle, c'est un déséquilibre de la flore intestinale, hydratation insuffisante, mucus insuffisant, stress, manque d'exercice physique, prise de médicaments ou régime amaigrissant. Alors, dans le cas de cette dame-là, pas assez de végétaux, pas assez de fibres, ça, on l'a vu, c'est pas la bonne hypothèse. On n'est pas là-dedans. Dommage, parce que ce serait beaucoup plus simple. Dysbiose, je vais y revenir. Hydratation insuffisante, on l'a vu aussi, on n'est pas là-dedans. Il reste le mucus, je vais revenir sur le mucus, le stress, manque d'exercice physique. Là, c'est vrai que, et d'ailleurs, je vais lui conseiller de faire un petit peu plus d'exercice physique, de sport en fait,
Voilà. Prise de médicaments, elle ne prend aucun médicament, cette dame-là, donc c'est pas ça. Régime amaigrissant, c'est pas ça non plus, donc on n'est pas. Donc qu'est-ce qui nous reste au final? Dysbiose, mucus insuffisant et stress. Et donc maintenant, on va aller regarder ensemble, là, je vous fais participer à mon raisonnement, pour voir un petit peu laquelle de ces trois hypothèses est la bonne, et c'est peut-être les trois en même temps en fait. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, c'est ce que, bah voilà, je suis avant mes diapos, donc stress, mucus insuffisant et dysbiose. Je suis d'accord avec moi-même, donc ça c'est bien. Alors, stress, bah oui, on l'a dit, cette patiente est très stressée, 8 sur 10, vous imaginez, c'est énorme comme stress. Et vous avez donc, sans doute le savez-vous, un lien énorme entre votre cerveau et votre intestin. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, vous avez un nerf qu'on appelle le nerf vague et qui va faire un relais donc de l'intestin, non, c'est là l'intestin, pardon, au cerveau et du cerveau à l'intestin. Et donc le stress va impacter, hein, là il y a des études qui montrent ça, l'intestin dans sa motilité, c'est-à-dire ses mouvements. Il peut affecter, d'ailleurs c'est pour ça que quand on a des gros stress, soit on est constipé, soit carrément on a la diarrhée. Hein. Et puis le stress va aussi impacter le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, en la déséquilibrant. Hein. Ça va vraiment être important. Et donc le stress hein, va aggraver hein, la constipation chez cette personne. Elle dit qu'effectivement à chaque fois qu'elle a une petite décharge d'adrénaline, elle est coincée pendant 3 jours, les 3 jours qui suivent, elle est coincée. Donc c'est vraiment très important, ces liens intestin-cerveau, et on y reviendra d'ailleurs dans le troisième cas. Je ne vous ai pas dit de quoi on allait parler, c'est exprès, c'est pour vous tenir jusqu'à la fin. Voilà, donc, donc le stress, c'est ce que je vous disais, vous voyez, je suis toujours en avance, donc ça agit sur la motilité, sur la flore intestinale, et aussi, donc ça va augmenter la perméabilité intestinale. Vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire que mes entérocytes, hein, qui sont les cellules dans l'intestin, qui sont les uns à côté des autres, sont les uns contre les autres, et parfois, on va avoir cet espace qui va s'ouvrir. Et donc, du coup, cette perméabilité va dérégler complètement l'organisme et ça va être vraiment le lit de plein de pathologies. Et donc, comme je vous le disais, hein, ici, je vous ai mis, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que la dysbiose, ce déséquilibre de la flore intestinale peut être la cause d'une constipation, c'est-à-dire que si on n'a pas la flore adaptée, on peut être constipé, et que la constipation, c'est-à-dire le fait de garder des matières, qu'on retient des matières à l'intérieur de son intestin, peut être la cause de dysbiose. Donc c'est vraiment la poule et l'œuf, et c'est pour ça que ce genre de choses, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il faut réussir à trouver la cause de la cause de la cause. Et donc, vous voyez, il y a vraiment ce déséquilibre qui va favoriser hein, les mauvaises bactéries. Alors, on va retrouver donc un petit peu de théorie, plusieurs types de dysbiose. Donc, la dysbiose de fermentation, vous allez avoir... Alors ça, c'est des choses que vous pouvez déjà enregistrer. Donc, vous allez avoir des gaz et quand vous allez évacuer ces gaz, il n'y aura pas d'odeur. Donc ça, c'est la fermentation, on va fermenter. Si vous avez de la putréfaction, à ce moment-là, vous allez avoir des gaz malodorants. Et ça, c'est plutôt quand on va manger des protéines. Hein. En général, ça donne ça, des gaz malodorants. Et puis, vous avez la candidose, hein, qui, elle, va plutôt donner des signes un petit peu plus généraux. Donc, de la fatigue, énormément de fatigue, puisqu'en fait, le candida albicans va interférer avec le cycle de Krebs, qui est le cycle où on fabrique de l'énergie. Ça peut donner des douleurs articulaires, de la déprime et de l'anxiété parce que justement, le candida albicans va libérer des toxines qui vont via le nerf vague, arriver au niveau du cerveau et faire ces sensations de mal-être. Alors justement, j'ai vu qu'il y avait une question sur la candidose. Voilà. Comment détecter la présence de candida? Quels sont les symptômes? Alors voilà, les symptômes, je viens vous les donner. Alors bah déjà, les petits symptômes. Après, comment on peut le détecter? On peut aussi faire une analyse urinaire, ce qu'on appelle le MOU, les métabolites organiques urinaires, qui vont nous permettre justement de voir si vous avez certains paramètres qui peuvent rentrer dans le cadre d'une candidose. Et puis, comment nettoyer l'intestin? Il y a plusieurs solutions. Il y a certaines plantes, certains compléments alimentaires ou certaines huiles essentielles. Il y a des complexes d'huiles essentielles qui sont très efficaces. Voilà. Quelle est la cause des fistules anales? Alors ça, c'est très compliqué. Ça dépend vraiment du... Là, je ne peux pas répondre. Là, j'avoue que... bon. D'où vient ce problème que les médecins généralistes diagnostiquent difficilement?
faut voir avec votre médecin, je ne sais pas. Ça dépend vraiment du contexte. Des fistules anales peuvent arriver quand il y a eu des opérations, des choses comme ça. Voilà, des problèmes de cicatrices. Enfin, Malaga, peut-il y avoir un lien entre les colopathies et les cystites? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que quand vous avez une colopathie, vous avez une dysbiose. Ça veut dire que votre flore intestinale est altérée et en général, tous les microbiotes fonctionnent ensemble. Et donc, du coup, c'est pas étonnant que vous ayez au niveau ensuite de votre vessie des soucis, hein. Et puis en plus, ça génère beaucoup d'inflammation et donc du coup, vous êtes plus sensible à l'infection. Voilà pour les petites questions. Alors, donc je vous ai dit, hein, pour reprendre donc les causes, donc le stress, on vient de le voir, avec son effet délétère sur la sphère intestinale, et puis surtout, vous vous rappellerez, stress, dysbiose, poulet l'œuf. Ensuite, le mucus insuffisant, alors ça veut dire quoi ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mucus va servir, il a plusieurs rôles, le mucus. Je vais mettre au tableau, parce que je vais vous expliquer ça très rapidement. Je ne vais pas y passer 1 heure, hein, bien sûr. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Mais donc, grosso modo, pour vous expliquer. Donc ici, vous avez votre intestin, d'accord? Ici, on est dans l'intestin, ok? Je suis désolée, j'écris comme un... Je vais essayer d'écrire plus... peut-être le noir, vous verrez mieux. Je vais essayer d'écrire... Voilà. Donc, vous voyez ici, hop, on a la paroi de mes entérocytes qui sont comme ça, voilà, vous voyez mieux. Et puis, vous allez avoir ce mucus que je vais essayer de dessiner en vert, qui va se trouver là. D'accord? Voilà. Donc ici, vous avez le mucus. Et le mucus, il a plusieurs rôles. D'abord, son premier rôle, ça va être de protéger la paroi intestinale. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous retrouver avec plein d'aliments d'une part, puis aussi plein de bactéries, des bonnes et des moins bonnes. Donc, il faut vraiment protéger ces entérocytes de ces bactéries, parce qu'autrement, ça pourrait altérer. Donc, ça, c'est le premier rôle. Et puis, le deuxième rôle, donc imaginons qu'en rouge, je mette mes petites bactéries, hein, les bonnes et les mauvaises. Voilà. Donc, ici, j'ai mes petites bactéries. Voilà. Et donc le mucus est capital. Et d'autre part, le mucus, il va être capable de retenir les bonnes bactéries. Alors, je vous refais un dessin parce que du coup, je me suis un peu... Donc, je refais mon intestin. Je mets ici mon mucus. Voilà. Et donc, mon mucus, alors, c'est plus complexe que ça, mais je vais vous le dire de façon facile. Il a des espèces de petites mains, je dirais, comme ça, vous voyez. Voilà. Et ces petites mains ont un rôle très, très, très simple. Ça va être de retenir les gentilles bactéries. Alors, je vais les mettre en bleu, les gentilles. D'accord? Donc, vous voyez, ça va retenir mes gentilles bactéries. Voilà. Et les méchantes bactéries, les pathogènes, hein, ils sont là. Eux, ils sont pas retenus. Si bien que, alors c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre pourquoi la bonne flore reste en place, pourquoi elle s'en va pas, hein. Donc vous voyez un peu le rôle de ce mucus. Or, chez certaines personnes, le mucus peut être défaillant, hein. C'est ce que je vous ai mis, donc on va revenir, voilà, ici, très bien, ici. Donc ça peut être défaillant parce que donc pour fabriquer ce mucus, je vous ai raconté l'autre jour qu'on avait des enzymes. Donc, dans la digestion, les enzymes servent à couper les trucs. Mais vous avez aussi, je vous l'avais dit, des enzymes qui construisent des trucs. Et donc, vous avez des enzymes qui vont construire des protéines, etc. Et donc, pour construire ces petites mains que je vous ai mis là, hein, qui s'appellent, d'ailleurs, je vais vous donner le nom, hein, en fait, c'est une forme de sucre, ça s'appelle le fucose. Peu importe. Et donc l'enzyme pour fabriquer, pour mettre en place ce fucose sur ce mucus, hein, elle peut chez certaines personnes, parce que les gènes qu'on a hérités ne sont pas les meilleurs qui soient, elle peut être déficiente, hein. Ce qu'on va appeler à ce moment-là FUT2, c'est-à-dire FUT2, c'est l'enzyme qui va mettre le fucose sur le mucus, hein. Et lorsque mon enzyme, les gènes dont j'ai hérité ne sont pas les bons, à ce moment-là, mon mucus va pas pouvoir retenir correctement les bonnes bactéries. Et donc, comme il ne retient pas correctement les bonnes bactéries,
du coup, elles ont beaucoup plus de mal à rester en place et donc on va être plus sujet à la dysbiose, plus sujet aux problèmes intestinaux en permanence. Et pourquoi j'ai pensé à ça chez cette personne-là? Parce que elle m'a dit que elle avait ça depuis la toute petite enfance et que sa mère aussi était constipée. Donc je me suis dit, ah, ça c'est une hypothèse de travail parce que justement, c'est quelque chose que je vais aller vérifier. Hein. Donc on va aller voir si le gène qui code pour cette enzyme est bien comme il faut ou au contraire est-ce qu'il est défaillant. Et donc, c'est ce que je vous disais. Donc, si mon mucus est de moins bonne qualité, ça peut expliquer la constipation. En plus, le mucus, quand même, sert de fluidifiant, si je puis dire. Hein. Et puis, ce que je vous disais, ça va augmenter les risques de dysbiose parce que la flore commensale, on parle. Alors, moi, avec vous, je dis la bonne flore, mais le terme scientifique précis, c'est la flore commensale. Moi, j'aurais bien dit la flore propre. Mais bon, ça, c'est une vue toute particulière. Alors, du coup, je lui ai fait ce fameux test FUT2. Alors, ça, c'est quelque chose, en France, je ne sais pas s'il y a des labos qui le font. Là, c'était en Belgique. Donc, c'est une procédure très, très spécifique. Hein. Il faut signer plein de papiers, etc. Donc, on va prélever un petit peu de sa salive et puis on va l'envoyer au laboratoire. Et donc, ils ont fait une recherche. Et cette dame-là, en fait, elle avait un gène, un allèle sur 2 qui était défectueux. Alors, je vous explique. Hein. Quand vous avez un gène, voilà, vous avez ici, vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Ici, je me mets là? Ouais, c'est bien. Vous avez un gène et donc vous avez une partie de ce gène qui est donnée par papa et une partie de gène qui est donnée par maman. Ce qu'on appelle 2 allèles, hein, une partie de papa, une partie de maman, puisqu'on est moitié papa, moitié maman. Et donc, cette dame-là avait un de ces 2 gènes qui ne fonctionnait pas bien. Et donc, du coup, ça pouvait expliquer ces problèmes de mucus. Donc, j'ai gardé ça ensuite en tête. Parce que ça peut être donc un mucus insuffisant, difficulté donc pour la flore à s'installer, dysbiose et donc constipation. Alors, quelle solution je lui ai apportée à cette dame-ci? Alors, donc on va voir ça ensemble, alimentation, complémentation, phytothérapie, gestion du stress, activité physique. Est-ce que ça vous convient jusque-là? Parce que j'ai pas trop, je regarde pas trop. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est bon, c'est pas bon, j'ai tout compris, je vais trop vite. Je peux aller trop vite, n'hésitez pas, je ralentirai le débit. Voilà, ce serait bien. Je vais boire un coup, j'en profite. Voilà. Bon, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Ah bah j'aime bien les petits likes ou les petits cœurs aussi. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là la dernière fois. J'adore les petits cœurs rouges. Donc n'hésitez pas si ça vous convient. Voilà, très bien, ben parfait, très bien, ben, merci en tout cas. Donc jusque-là, ça vous paraît relativement clair. Très bien. Donc, qu'est-ce que je lui ai donné? Et voilà, il y a plein de petits cœurs, j'adore ça. Peut-être mon côté midinette. Alors, alimentation. Alors, je lui ai demandé de limiter le gluten et les produits laitiers le plus possible. Pourquoi? Parce que le gluten, et ça vous le verrez dans la formation, hein, le gluten et les produits laitiers peuvent vraiment être néfastes, surtout quand ils sont consommés en excès, sur la flore intestinale hein, donc, et sur la perméabilité intestinale. Donc, je lui ai demandé de les limiter et alors, elle consommait pratiquement pas de produits laitiers, donc ça a été pas compliqué. Et elle a carrément arrêté le gluten. Elle m'a dit, j'avais envie d'essayer ce que ça faisait. Et donc là, sa situation s'est améliorée. Plus. Merci Solange, comme d'hab, on devient des habitués, on va finir par se connaître à force. Et puis je lui ai demandé aussi de limiter le sucre raffiné. Alors pourquoi? Parce que le sucre va nourrir les mauvaises bactéries, hein, les bactéries pathogènes. Et donc du coup, on va se retrouver avec, à alimenter en fait cette flore pathogène. Alors on n'a pas du tout envie de l'alimenter. Donc du coup, voilà, donc elle a arrêté le gluten, mais là, visiblement, elle avait un problème avec le gluten. Ça a vraiment été quasi miraculeux. Elle m'a dit, j'ai arrêté le gluten. Une semaine après, j'allais quasiment à la selle tous les jours. C'est dingue, cette histoire. Qu'est-ce que je lui ai donné? Alors, je vois que j'ai fait un oubli. Je lui ai donné d'abord du magnésium. Pourquoi? Parce que cette dame-là m'a dit qu'elle était très stressée. Vous vous rappelez? Je vais enlever ma veste, pardonnez-moi. Je vous ai dit, elle a un stress à 8 sur 10. Donc, je lui ai quand même donné des doses très importantes, au moins 600 mg par jour, voire un petit peu plus. Pardonnez-moi. Hop.
là, voilà, je m'arrêterai là, c'est promis. Je lui ai donné des vitamines du groupe B. Pourquoi? Bah, avec son son là qu'elle a pris pendant très longtemps, là, ça m'a pas. Puis comme elle était fatiguée, etc., je me suis dit des vitamines du groupe B, ça va lui faire du bien. La vitamine D, évidemment, elle était à 14 nanogrammes par millilitre. Elle m'avait apporté son analyse que lui avait demandé son médecin. Donc là, je lui ai donné autour de 6000 UI par jour, hein, et puis on a refait un contrôle 3 mois après, ça avait bien remonté, donc ça c'était super. Je lui ai donné des oméga 3, pourquoi? Bah parce qu'elle en consomme très 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 peu dans son alimentation, hein, quasiment pas. C'est une dame qui avait un petit peu peur aussi des métaux lourds qu'on trouve désormais dans les poissons. Alors je n'ai pas complètement dit que, enfin je lui ai dit que ça aurait été bien quand même qu'elle mange au moins 1 à 2 fois par semaine des petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, le hareng. Ouais, elle n'était pas emballée, donc du coup, voilà, je lui ai donné des oméga 3, c'est-à-dire des capsules de poissons de bonne qualité, parce que c'est super important, hein, ne serait-ce que pour l'inflammation, hein. Moins on a d'oméga 3 et plus on risque d'être sur un terrain inflammatoire. Et puis, je lui ai donné aussi de la glutamine. Donc, la glutamine, c'est un acide aminé, hein, enfin, c'est un di ou un tripeptide qui va être servir de nourriture à nos cellules intestinales. Donc ça, c'était très intéressant. Et j'ai oublié de vous dire, je lui ai donné du fucosyl lactose, c'est-à-dire cette enzyme en fait qui lui manquait. J'ai oublié. Je vous le mets, je vous l'écris là parce que du coup, j'ai complètement oublié de le mettre sur mon PowerPoint. Vous voyez là, fucosyl lactose. Voilà, il y a différents laboratoires qui proposent des choses. Voilà. Et donc, je lui ai donné tout ça. Donc, c'était pas très, très lourd hein, comme prise en charge. Je lui ai vraiment donné ce qui lui manquait. Et vraiment, j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'énergie, hein. Alors, je lui ai proposé aussi des plantes. Alors, enfin des plantes. Je lui ai proposé de. Donc, je suis partie de l'hypothèse que elle avait ce problème de fucosyl lactose, de fucose. Donc, ça c'était le premier problème. Et du coup, comme on a ce problème de mucus insatisfaisant, on a de la dysbiose. Donc, je vais pas proposer non plus de faire des analyses. Je me suis dit, on va déjà y aller comme ça, puis on avisera. Et donc, du coup, je me suis dit, on va lui travailler sur cette dysbiose. Donc, je lui ai proposé plusieurs choses. D'abord, un mélange d'extrait de pépins de pamplemousse et de berbérine. Donc, l'extrait de pépins de pamplemousse, eh ben, c'est une substance qui est obtenue en compressant des pépins de pamplemousse. Hein. Et puis de la berbérine. Là, c'est une substance qui est contenue dans les plantes à berbérine, en particulier Berberis vulgaris, qui a comme donc les deux sont extrêmement antibactériennes. Hein, elles vont vraiment aider à lutter contre la mauvaise flore. Et puis, alors, ce que j'ai lu là très très récemment sur l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est que ça travaillait vraiment sur c'est vraiment pas bon pour les mauvaises bactéries, donc tant mieux pour elles. Et en revanche, ce ne serait pas nocif pour la bonne bactérie ou pas trop. Donc ça, c'est bien. Par contre, je sais pas, la question n'est pas posée, mais effectivement, je lui ai pas donné d'argent colloïdal parce que bon, désormais, il est plus que par voie externe, mais autrefois, on pouvait le donner par voie interne. Mais c'est vraiment trop nocif pour la flore. Donc j'ai fait ce choix-là de pépins de pamplemousse et de berbérine. Donc le pépin de pamplemousse sur 1 mois, la berbérine sur 2 mois. La berbérine, donc elle est antibactérienne, elle est anti-inflammatoire aussi. Très très intéressante la berbérine. Et puis ensuite, je lui ai donné des probiotiques hein, à bonne dose, parce que évidemment, c'est pas le tout, parce qu'avec nos substances comme ça un peu antibactériennes, on va chasser toutes les mauvaises bactéries. Mais en attendant que les bonnes bactéries aient le temps de se remultiplier et reprennent, on va mettre des probiotiques pour occuper le terrain et que du coup, on ne laisse pas le champ libre aux mauvaises bactéries. Vous savez, la flore, faut la voir un petit peu comme comment dirais-je, comme un jardin. Si vous cultivez votre jardin, que vous mettez des fleurs, des légumes, etc., on va pas laisser la place pour les orties, etc. Mais à partir du moment où vous le laissez en friche,
hein, ou que vous mettez pire, vous mettez du glyphosate, à ce moment-là, c'est forcément le chien-dent, les chardons, les orties qui vont prendre la place. Et la flore, on est un peu sur ce genre-là, hein. Bon, alors c'est quelque chose que je lui ai demandé de refaire régulièrement dès qu'elle sentirait que sa dysbiose revient, hein. Donc c'est quelque chose qu'elle a fait 2-3 fois de suite finalement, avec des grandes périodes tranquilles. Et puis, je lui ai proposé donc de prendre des tisanes à base de mauve, mauve, c'était vraiment pour l'intestin. Et puis, pissenlit chardon-marie, c'était aussi pour détoxifier le foie, pour nettoyer un petit peu le foie, etc. Parce que malheureusement, quand on a une dysbiose, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, vous avez donc votre intestin. Ah ben, je vais vous le dessiner, tiens. Justement, je vais vous dessiner un intestin très rapidement. Hop, voilà, je vais changer ma page, voilà. Alors, je suis désolée, hein, moi j'ai pas fait l'école des beaux-arts, donc mes dessins en général sont assez pas terribles, mais vous m'en voudrez pas, j'imagine. Donc vous avez ici votre intestin, voilà, enfin un intestin, voilà. Le gros intestin, je vous dessine, hein, donc il se termine comme ça et comme ça, d'accord, vous voyez. Donc ici on a le rectum, ici on a le cécum. Voilà. Et puis ici, on va avoir le grêle. D'accord? Donc le grêle, il est un peu au milieu de tout ça. Voilà, etc. Et donc, quand on mange, évidemment, une fois que ça passe dans l'intestin, ça va être absorbé par la circulation sanguine. Donc, ça, c'est ma circulation sanguine. Donc, tout ça va être drainé par la circulation sanguine, d'accord? Et même y compris le gros intestin, parce qu'on a une absorption dans le gros intestin, hein, voilà. Et tout ça, ça va aller dans un gros vaisseau qu'on appelle la veine porte. Et cette veine porte, elle va directement, là j'ai plus de place pour le dessiner, donc je vais le dessiner sur le côté ici, dans le foie, d'accord? Ici c'est le foie. Et donc, cette veine porte, elle va apporter tout ce qui a été digéré et ça va être son premier axe à la filtration. Ça va être filtré d'abord avant d'être distribué. C'est important ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez une dysbiose, le foie, il en prend, pardonnez-moi l'expression, plein la tronche. Hein. Et donc, du coup, c'est important de penser à bien drainer, enfin, à drainer le foie. Il y a les mollos, hein, mais à accompagner ça. Mais bien entendu, si vous drainez le foie et que vous n'avez pas fait le travail sur la dysbiose, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on s'occupe de la dysbiose et on draine ensuite. Donc, c'est ce que je lui ai proposé. Hein. En revanche, mais elle, dans son cas, c'était pas le sujet, elle en prenait pas, mais faire attention à éviter le bol d'eau ou le séné, qui sont des plantes très laxatives, donc très efficaces, mais malheureusement qui ont tendance à irriter l'intestin. Et puis, alors ça, je l'ai pas mis dans mon truc, mais on peut aussi tomber sur les fameuses, ce qu'on appelle la maladie des laxatifs, c'est-à-dire qu'on prend un laxatif plante ou médicaments, peu importe. Hein. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent plus aller aux toilettes hein, sans prendre de laxatif. Donc ça, c'est quand même un petit peu embêtant. J'en ai eu quelques-uns. Voilà. Alors, j'ai 2-3 questions. Comment refaire le mucus? Eh ben, il se refait tout seul une fois qu'on a donné l'enzyme. Donc voilà, tout simplement. Faut-il faire le pépin de pamplemousse pendant ou avant les probiotiques? Il vaut mieux faire d'abord le pépin de pamplemousse, puis les probiotiques. Hein, parce que si vous mettez des probiotiques sur une dysbiose, vous allez rajouter de la bactérie à la bactérie. Et alors là, les gens, vous allez les transformer en montgolfières, vraiment. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis une fois par contre qu'on a nettoyé tout ça, là, on peut mettre des probiotiques et en général, sont bien tolérés. Souvent, donc moi, je l'ai dit de les introduire petit à petit hein, pour pas faire de choc et puis qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Alors, Angélique qui demande, dans le cas d'un Clostridium difficile, l'extrait de pamplemousse est-il indiqué? Je sais sans doute parce que c'est très large spectre, hein, ça suffira sans doute pas, mais moi je mettrais avec la berbérine. Franchement, j'essaierai. En tout cas, j'essaierai. Et puis, si vraiment ça part, après, on peut passer sur les huiles essentielles. Mais les huiles essentielles, hein, vous vous rappelez, c'est filtré sur le foie. Beaucoup de dysbiose, donc foie pas mal embêté. Donc, les huiles essentielles, surtout quand on les prend par voie orale, ça va passer par le foie aussi. Ça risque de charger encore plus le foie. Donc, c'est pour ça que j'essaye de ne pas donner d'huile essentielle dans certains cas. Probiotiques, quelle dose? Ben, ça va dépendre de pas mal de produits, mais ça peut être 10-20 milliards par jour.
hein. Il faut savoir que vous avez pas mal de déchets, hein, au niveau de quand ça passe dans l'intestin, hein. Donc vous n'en avez pas autant qui arrivent au niveau de votre intestin. Voilà, est-ce que c'est bon pour la partie un peu phyto? Ou trouver des tisanes, Émilie, à base de mauve et de pissenlit? Bah déjà, vous les trouvez en magasin bio, hein. Après, le pissenlit, rien ne vous empêche de le ramasser, hein, près de chez vous, on en trouve assez facilement, puis c'est très reconnaissable. Et puis sinon, sinon vous avez des herboristeries, donc vous avez même des sachets tout faits pour le foie ou pour l'intestin. Voilà. Donc France me demande une marque de propriété. Alors je ne citerai aucune marque de rien du tout, parce que d'abord c'est pas l'objet et puis, si je dois en citer un, il faut que je les cite tous. Donc j'aime autant pas citer de laboratoire et garder, l'indépendance qui est la mienne vis-à-vis des labos. C'est très important. Alors ensuite, vous vous rappelez, donc je reprends mes trucs. Donc alimentation, on a vu, complémentation, voilà, phyto, et gestion du stress, parce que vous vous rappelez que cette dame est très 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 stressée. Alors là, on a longuement parlé, hein, et donc ce qu'elle m'a expliqué, c'est que son stress était lié déjà à son activité professionnelle. C'est-à-dire que effectivement, elle était pratiquement en burn-out et que du coup, ça a été terrible. Et que personnellement, elle était en train de se séparer de son compagnon. Donc, je lui ai demandé de voir à gérer son stress de manière différente. Alors, évidemment, c'est toujours facile, mais quand on est dans le stress, on est là, on est vraiment la tête dans le guidon. Et là, je lui dis d'essayer de prendre un chouïa de recul et surtout de mettre en place des choses qui lui permettent d'aller un peu mieux et de prendre ce recul nécessaire. Parce qu'évidemment, ce qu'elle vivait, c'était pas drôle, mais néanmoins, quand même, de prendre le peu de recul nécessaire, le petit peu de recul nécessaire. Et donc, je lui ai proposé des séances de méditation, de la relaxation. Donc, la méditation, ça lui a moyennement plu, la relaxation, c'était pas trop son truc visiblement, elle avait du mal à lâcher prise. Par contre, elle est venue régulièrement me voir pour faire des séances de réflexologie plantaire. Je la voyais une fois tous les 15 jours à peu près. Donc faire ces séances de réflexologie plantaire, ça lui faisait beaucoup beaucoup de bien. Puis c'était aussi un moment où on pouvait reparler, pas forcément de choses et d'autres. Aussi, c'était un moment d'échange, c'était très sympa. Et puis surtout, par contre, elle a décidé, surtout après sa séparation, de revoir ses amis. Elle s'est inscrite à un club de randonnée. Voilà, elle revoyait plus souvent ses amis, etc. Donc voilà, elle a commencé à repartir un peu dans la vie pour essayer justement voilà, de gérer ce stress et puis de se sentir mieux. Et c'est vrai que à partir du moment où on peut avoir beaucoup de stress, mais quand on est entouré de gens, quand on a des gens qui sont là pour nous aider ou simplement nous écouter, quand on a envie de chialer un bon coup et quand on en a ras-le-bol, eh ben ça fait du bien. Et je me rappelle, là j'ai passé au mois de janvier, j'ai eu mon diplôme là avec Paris Descartes, et c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été très compliqué les examens, etc. Et j'ai eu la chance pendant tout ce parcours d'avoir 5 copains, on était 6, on est un groupe de 6 où on a travaillé ensemble, etc. Et ça a été très dur parce que c'était horrible par Internet, mais ce groupe-là, on était soudés et finalement, on s'en est tous bien sortis parce que le groupe était là. Si j'avais été seule, je sais pas ce qui se serait passé. Peut-être non, peut-être pas, j'aurais laissé tomber, mais ça aurait été plus dur à vivre. Donc, vous voyez, c'est très, très important, hein, cette solidarité, le groupe, les autres, etc. L'homme est un animal social, il ne faut pas l'oublier. Et puis donc, c'est ce que je vous disais, plus d'activité physique. Donc, elle marche un peu plus dans la nature, cette dame. Elle aime bien maintenant à déambuler pieds nus dans la forêt, par exemple. Elle va nager 1 à 2 fois par semaine et elle court de temps en temps. Voilà, ça lui fait du bien. 1 an plus tard, alors plus de constipation, plus de ballonnement, donc là elle était super contente. Elle a un transit régulier, donc elle va au moins 1 selle par jour, hein, 1 à 3 selles, ça lui arrive. Des belles selles, en plus bien, moi je suis désolée hein, pour la description, mais c'est important, hein. Donc des belles selles bien moulées, qui se tiennent bien, qui ne flottent pas, c'est-à-dire qui coulent. Un de mes profs appelait ça un dauphin, il fallait que ça fasse le dauphin. Voilà. Le stress est beaucoup plus faible, bah oui, parce qu'elle a résolu ses problèmes, le travail, la séparation, tout ça. Donc petit à petit, en 1 an, là, elle a beaucoup avancé. Elle se sent du coup moins anxieuse, hein, et puis elle a un regain d'énergie. Et donc elle a gardé le magnésium, elle l'a gardé. Elle m'a dit c'est super votre truc, je n'en reviens pas, je m'imaginais pas autant manquer de magnésium. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce premier cas relativement simple, mais en tout cas
voilà, qui a permis justement de régler un peu cette situation. Alors voilà, et elle a refait très régulièrement hein, EPP berbérine pour la dysbiose parce que de temps en temps ça revenait. Voilà, puis ça prend du temps. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Hein, ça fait des années que vous êtes depuis toujours, vous êtes là-dedans. Donc c'est pas en 3 mois, même 6 mois qu'on va remettre ça. Voilà, il va falloir sur plusieurs années hein, travailler là-dessus, mais petit à petit les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc j'espère que ça va. Si vous avez des questions sur la constipation, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de moi. Alors je vois une question intéressante, hein, la constipation, diarrhée est due à quoi? Ça peut être lié à pas mal de choses. Si c'est vraiment quelque chose de très récent et de très massif, mon conseil c'est déjà de consulter son médecin traitant, voire même un spécialiste pour s'assurer qu'il n'y a rien là-dessous. Maintenant, si c'est quelque chose qui est là depuis toujours, etc., ça peut être lié à la dysbiose tout simplement, ça peut être lié au stress, il peut y avoir plein de choses. Donc voilà, là, il faut trouver la cause de la cause de la cause. Et pour ce faire, là, il faut un interrogatoire, parce que là, évidemment, c'est trop court. Hein. Voilà. Très bien. Lydie me dit, j'ai toujours entendu parler du magnésium marin, qu'il serait meilleur de qualité. Qu'en pensez-vous? Ah ben ça, c'est une... Merci Lydie pour cette question. Excellente question, bravo. Alors, le magnésium, si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que le magnésium hein, est d'abord important puisqu'il apporte de l'énergie à nos cellules, mais il n'est jamais touché. Le magnésium, voilà, je suis contente, j'ai un tableau, j'adore ça. Donc, le magnésium, je vous le dessine ici, hein, le magnésium, vous le voyez? Oui, c'est bon. Est toujours accompagné d'une protéine de transport. Ça, c'est ma protéine de transport. D'accord? Cette protéine de transport, elle peut être de différentes choses. Alors, ça peut être des oxydes, ça peut être du chlorure, ça peut être de l'acide lactique, et puis ça peut être aussi même des citrates, ça peut être aussi des bisglycinates. Je suis désolée, mon crayon est en train de rendre l'âme. Bisglycinate. Ici, c'est ce qu'on appelle les magnésiums de première génération. C'est ceux qui sont apparus autour des années 60, là, quand on a commencé à comprendre l'importance du magnésium. Le problème, c'est que ça donnait des douleurs abdominales, des diarrhées, des choses comme ça. Ça fait même des purges, on fait même des purges au chlorure de magnésium. Et donc, du coup, il y en a beaucoup de magnésium dedans, sauf que il n'est pas très bien absorbable et il repart aux toilettes et en plus, ça vous file la courante. Et je peux vous dire que ça marche très bien puisque j'ai fait un jeûne il y a quelques mois et donc on a fait une purge au chlorure de magnésium et j'ai passé ma nuit sur les toilettes. Pardon pour... voilà. Ensuite, il peut y avoir de l'acide lactique. Hein, on appelle ça sous forme d'acide lactate de magnésium. Et donc ça, c'est la deuxième génération. Avec les citrates d'ailleurs, hein, les deux. Deuxième génération, ils étaient intéressants parce qu'ils donnaient moins de problématiques au niveau de transit, etc. Mais en revanche, au niveau de l'acide lactique, ça donnait du lactate et le lactate peut, dans certaines conditions, donner de l'anxiété. Donc ça c'était moyen. En revanche, le citrate est très intéressant parce que les citrates sont alcalinisants. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et puis, les dernières générations, j'ai oublié de marquer aussi le glycérophosphate. Alors, ceux-là, ils sont beaucoup plus chers. Hein. C'est des plus grosses molécules, beaucoup plus chères parce qu'ils sont plus compliqués à fabriquer. En revanche, là, ils ne donnent aucun effet sur le transit et ils sont extrêmement bien assimilables. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc, du coup, mais c'est quand même ceux que je donne, moi, en général. Alors maintenant, c'est plutôt le bisglycinate parce qu'il marche extrêmement bien et qu'on a d'excellents résultats là-dessus. Et surtout, on n'a pas d'impact sur l'intestin. Alors, chez un constipé, je vais lui donner un citrate. Hein, je donne un citrate chez un constipé parce que là, on a une petite... Je lui donne pas de chlorure quand même. Hein. Mais ça marche très bien. Par contre, chez un diarrhéique, vous imaginez, vous donnez un truc comme ça, mais c'est la fin des haricots, quoi. Hein. Voilà. Donc, du coup... On donnait ça. Et le magnésium marin, c'est ça. Ce sont donc du magnésium accompagné d'oxyde de chlorure. Il y a d'autres types de molécules, mais qui restent de la première génération.
Alors, l'avantage, c'est que c'est pas cher, ça c'est sûr, mais vous avez plein de gens chez qui on va avoir ces phénomènes de douleur abdominale ou de diarrhée, et ça va pas du tout. Donc moi, je trouve que le magnésium marin, c'est pas moi, mais c'est que en micronutrition, on ne le préconise pas. Hein. Est-ce que j'ai été claire? Mais ils sont moins chers. C'est pour ça qu'on les trouve plus facilement. Voilà pour la constipation. Merci pour le petit cœur. Très bien. Marion qui me demande le kombucha, bah oui, parce que ça contient des probiotiques naturels. Alors, il y a plein de produits qui contiennent comme ça des probiotiques naturels. Alors, il y a le miel, on va en parler tout à l'heure. Non, c'est parce que j'ai écrit un article sur le sucre, donc je pense au miel. Voilà. Vous avez des probiotiques dans le miel. Vous avez les légumes lactofermentés, la choucroute, tout simplement, le kombucha, j'en oublie un, là, il me vient pas, etc. Enfin bon, il y a pas mal d'aliments, donc on peut rajouter. Alors, on va passer maintenant au deuxième cas clinique. Bonsoir, que pensez-vous de l'hydrothérapie du côlon? C'est une très bonne chose parce que justement, on va nettoyer la mauvaise flore tout en laissant la bonne flore en place. Donc, ça peut être très très bien, ça fait beaucoup de bien. Alors, douleur et déformation articulaire. Alors ça, c'est pareil, ça va concerner beaucoup de personnes. Donc là, je vais vous parler d'un cas qui m'a vraiment marqué. Eh bien, on y va. Alors, donc c'est un homme, il a 50 ans, il fait 1,85 m pour 85 kg. Alors, si je vous dis ça comme ça, c'est important parce que au niveau de l'IMC, c'est parfaitement, il est quelqu'un de mince, de normal. Mais en vérité, quand je l'observais, il avait une bonne épaisseur comment dirais-je, une bonne épaisseur de gras autour du ventre. Hein. Il avait cette espèce d'adiposité abdominale qui montrait quand même que c'était pas aussi simple que ça. En fait, c'est quelqu'un d'assez fluet avec des petits os et des petits muscles. Et donc, en fait, il était gras. Sa plainte principale, c'est les douleurs et déformations des articulations des mains. Donc effectivement, et là je regrette de ne pas avoir fait de photos de ses mains. Franchement, je me serais filé presque des là parce que vraiment j'aurais pu vous les montrer. Donc voilà. En outre, il avait une hypertension artérielle pas très importante, tachycardie, donc le cœur qui battait assez vite, et fatigue plus. Ce monsieur, donc je lui ai demandé s'il avait vu les médecins, donc il avait bien vu le rhumatologue qui n'avait pas identifié de polyarthrite rhumatoïde ou d'autres pathologies dans le genre, c'était une arthrose déformante, point à la ligne. Quant à ses problèmes de cœur, donc de tachycardie, d'hypertension, il avait vu un cardiologue et il a refusé le traitement pour l'hypertension, mon client, parce que son hypertension n'était pas très élevée et donc il se disait qu'il allait peut-être trouver une solution, etc. En tout cas, il n'était pas sous traitement au moment où il est venu me voir. Donc au niveau digestif, je lui ai demandé un petit peu comment ça se passait. Donc il m'a dit que ses selles étaient souvent défaites. Hein. Donc là, on n'a pas le dauphin, si je puis dire, avec des ballonnements fréquents et des maux de ventre quasi permanentes. Hein. Et ce qu'il me disait, il était comme ça depuis tout petit. Donc à la moindre contrariété, il a mal au ventre. Donc là, l'axe intestin-cerveau était en pleine activité en permanence. Il se sent très fatigué, il se sent déprimé, voire limite dépressif. Et il a pas mal de stress quand même, enfin un stress moyen, puisque c'est quelqu'un qui a un travail à responsabilité, qu'il est souvent sur la route. Sa mère, dans les antécédents familiaux, a eu un AVC. Et puis c'est tout, il n'y avait pas j'ai pas renoté d'autres choses. Au niveau alimentaire, alors moi j'ai quand même pas mal de clients qui viennent me voir, ils mangent plutôt bien. C'est assez étonnant. Ils ont déjà fait pas mal de boulot eux-mêmes. Donc, ils mangent beaucoup de fruits et de légumes, assez peu de viande, poisson une fois par semaine. Ils mangent au restaurant d'entreprise tous les midis. Hein. Il mange beaucoup de pain et il se dit même addict au pain. Et il fabriquait même le week-end son pain. Donc, c'est vraiment un bouffeur de pain, si je puis dire. Alors, le fait de manger au restaurant d'entreprise, ça m'a interpellée parce que ça veut dire que tous les jours, quand même, il avait un repas qui pourrait être équilibré, mais avec des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc des huiles, etc. Voilà, en tout cas, ça m'a interpellée.
Il mange peu de sucre, c'est pas il aime pas trop le sucre. Il ne boit pas de café, il ne boit pas de thé, il ne boit pas d'alcool, il aime pas ça. À part une coupe de champagne de temps en temps, m'a-t-il dit. Au petit déjeuner, il se boit un énorme bol de lait avec du chocolat. Alors je lui ai demandé quand même pourquoi est-ce qu'il mettait du chocolat dans son bol, parce que bon, à 50 ans, voilà. Et il m'a dit parce qu'il n'aimait pas le goût du lait. Alors j'ai dit mais pourquoi est-ce que vous consommez du lait si vous n'aimez pas ça? Voilà, et il boit très peu, à moins d'un demi-litre par jour. Ça, je dois avouer que ça m'a fait tiquer, vraiment tiquer fortement, parce que un demi-litre, ça fait quand même pas beaucoup. Alors, il m'a dit en revanche qu'il dormait extrêmement bien, 7 à 8 heures par jour, hein, enfin par nuit plutôt. Il nage 2 fois par semaine, il court à pied et bon, son travail est sédentaire. Donc c'est quand même quelqu'un qui a plutôt un mode de vie complètement intéressant. Alors là, par contre, je crois que médaillon. Attendez. Voilà, j'y suis arrivée. Donc là, je vous ai fait ce qu'on appelle un mind mapping, n'est-ce pas, in English in the text, pour justement voir un peu comment on peut réfléchir. Donc vous voyez, je vous ai mis douleur articulaire. Alors, douleur articulaire, on est typiquement sur un terrain inflammatoire. Maintenant, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est que ce terrain inflammatoire. Alors, un terrain inflammatoire, il y a plusieurs possibilités. Soit il a une dysbiose, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre de la flore intestinale. Ce déséquilibre, finalement, va retentir sur le système immunitaire et va faire beaucoup d'inflammation. Hein, ça peut être aussi lié au fait que cette dysbiose peut être parce que son alimentation est trop riche en sucre. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on mange trop de sucre, on va alimenter les mauvaises bactéries. Donc, ça peut être ça. Alimentation pauvre en fibres. Si on ne mange pas assez de fibres, à ce moment-là, parce qu'en fait, la fibre, vous savez, c'est la nourriture pour vos gentilles bactéries. Donc, si vous ne mangez pas de bonnes fibres, eh bien, vous n'allez pas nourrir vos bonnes bactéries. Donc, ça, c'est important. Ça peut être lié à une candidose, hein, puisque les douleurs articulaires, on a vu, ça pouvait être un signe de candidose. Le stress peut créer de la dysbiose, je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, les médicaments, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, genre ibuprofène, Voltaren, enfin, je ne les ai pas tous en tête, mais enfin, vous voyez ce genre de médicaments-là, vont en fait intervenir sur une enzyme, sur plusieurs enzymes, en fait, les cyclooxygénases, qui sont des enzymes qui vont travailler sur la douleur, la fièvre, l'inflammation d'une part, mais aussi sur le mucus. Hein. Et donc, du coup, quand je donne ces médicaments qui sont très efficaces sur la douleur, etc., sur l'inflammation, en même temps, je vais inhiber, altérer ma fabrication de mucus. Et donc, du coup, en donnant ce médicament, surtout quand ils sont pris de façon chronique et permanente, je vais altérer ma barrière intestinale, je vais provoquer de la dysbiose. Et est-ce que vous voyez un peu le cercle vicieux dans lequel je suis? Donc voilà, pour la dysbiose. Après, on peut avoir un leaky gut. Vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire une perméabilité intestinale. C'est-à-dire que ma barrière elle va être grand ouverte. Et ce leaky gut, il peut être causé par la dysbiose, il peut être causé par le stress, hein, et il peut aussi être causé par des intolérances alimentaires, en particulier le gluten, les produits laitiers ou les œufs. Et puis ce terrain inflammatoire peut aussi être lié au stress oxydant, c'est-à-dire à trop de radicaux libres dans mon organisme. Alors ces radicaux libres, quelles peuvent être leur origine? La dysbiose, le leaky gut, hein, évidemment. Si ma barrière est grand ouverte, à ce moment-là, j'ai des trucs qui rentrent dans mon organisme qui ne devraient pas rentrer. Là, mon système immunitaire va se mettre en branle, hein, et à ce moment-là, ça va faire beaucoup de radicaux libres. Donc du coup, ça peut être une source de stress oxydant. Et puis, ça peut être une carence en micronutriments. Pour quelle raison? Pour fabriquer tous ces systèmes antiradiculaires, j'ai besoin de vitamines, j'ai besoin de minéraux, le sélénium, le cuivre, le zinc, etc. Et à partir du moment où je les surutilise, au bout d'un moment, je risque de ne plus en avoir suffisamment. Et donc du coup, comme j'en ai plus suffisamment, je ne vais plus pouvoir lutter efficacement contre les radicaux libres et je me retrouve avec du stress oxydant. Donc vous voyez, ces douleurs articulaires peuvent avoir plein d'origines possibles. Alors, dans le cas de mon client, si on reprend ça, alimentation en sucre, on est d'accord? Non. Alimentation pauvre en fibres? Non plus, puisqu'il mange beaucoup de fruits et légumes. Candidose, avec ses douleurs articulaires et sa fatigue? C'est possible, c'est possible.
Stress, oui, on a dit qu'il était stressé. Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, il en prend, il en prend régulièrement parce qu'il a mal, donc évidemment. Après, est-ce qu'il a des intolérances alimentaires? On n'avait pas fait d'analyse, donc je ne savais pas. Et puis, est-ce qu'il a des carences? Ben, sûrement parce que ça fait des années qu'il galère comme ça. Je crois que ça faisait 10 ou 15 ans qu'il avait ces problèmes. Donc oui, oui, absolument, on peut être sur des terrains de carence. Alors, quelle solution on va apporter à ce client? Donc, on va voir toutes les solutions que je lui ai apportées. Tout d'abord, au niveau alimentaire, alors là, par contre, j'ai été beaucoup plus drastique puisque je lui ai demandé d'arrêter le gluten et les produits laitiers. Alors, j'ai pas dit pour toujours, 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 parce que si vous dites ça à quelqu'un, tu arrêtes de manger vous arrêtez de manger gluten, produits laitiers pour la vie, vous êtes sûr que ça va pas être possible. En revanche, j'ai été maligne puisque je lui ai dit, mais vous essayez pendant un mois. Mais alors pendant un mois, vous le faites sérieux, sérieux, vraiment, vous le faites comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, dans un mois, en fonction de l'impact que ça va avoir, on avisera. Mais en faisant ça, je savais que j'aurais un impact sur l'inflammation. Ça, c'était certain. Je lui ai fait donc surtout la proposition d'un régime alimentaire de type Seignalais. Alors le régime Seignalais, donc je vous rappelle, Jean Seignalais, c'était un immunologue qui travaillait à Montpellier et qui a même travaillé sur la première greffe cardiaque pour proposer les traitements anti-rejet. Et donc il a proposé ensuite un régime à base donc beaucoup de fruits et de légumes, sans gluten, sans produits laitiers, avec beaucoup de crues. Donc moi j'ai pas autant de crues que ça, et surtout des cuissons douces. Donc beaucoup de fruits, de légumes, des cuissons douces, c'est-à-dire essentiellement à la vapeur, des poissons gras au moins 3 fois par semaine, et des légumineuses parce que ce client ne mangeait pas de légumineuses. Or c'est dommage, les légumineuses c'est une bonne source de fibres, de plein de bonnes choses. Donc c'était dommage de s'en dispenser. Et comme je lui ai dit là que son bol de lait c'était plus possible, je lui ai proposé de prendre un petit déjeuner protéiné accompagné d'un thé vert. Donc il m'a dit ok, pour le thé j'aime bien ça. Et donc il adorait les œufs. Et donc je lui ai proposé de manger des œufs bleu blanc cœur. Alors je ne sais pas si vous connaissez les œufs bleu blanc cœur. Donc les œufs bleu blanc cœur, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce sont donc des poules qui vont être nourries non pas avec du maïs, mais avec de l'acide linoléique. Mais je ne vais pas y revenir tout à l'heure, je vais vous en parler tout de suite puisque ce sera pas plus mal. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous avez l'inflammation, elle est gérée par nos acides gras. C'est pour ça que les acides gras sont aussi important. Donc vous avez plein de types d'acides gras, mais on a les acides gras polyinsaturés. Alors je rentre pas dans le détail, c'est pas l'objet, mais donc vous avez les oméga 6, dont vous avez déjà entendu parler, et les oméga 3, d'accord? Donc les oméga 6, eux, ça va plutôt faire de l'inflammation. Et de l'inflammation, attention, il en faut. Pourquoi il en faut? Parce que si vous avez une bactérie qui rentre dans votre organisme ou le Covid, il faut pouvoir lutter contre ça. Donc il faut avoir une armée avec des soldats, c'est ça l'inflammation. Et puis, vous avez donc les oméga 3 qui, eux, vont être plutôt anti-inflammatoires. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que dans notre alimentation, on doit manger 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et figurez-vous que, pour vous donner un peu le truc, c'est que en France aujourd'hui, on mange 15 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et aux États-Unis, aux USA, on va manger 40 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc là, on sent bien que la balance va être surtout de l'inflammation, on se retrouve avec des inflammations délirantes. Et donc, quand on nourrit les poules avec du maïs, le maïs est riche en acide linoléique. Et cet acide linoléique qui va être transformé dans le corps va donner de l'acide arachidonique. Tout ça, c'est des acides gras, c'est des graisses arachidoniques. Et ça, c'est très pro-inflammatoire. Donc, quand on mange 1-2 œufs tous les jours, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment les œufs nourris au maïs, on se fabrique de l'inflammation. Parce que le ratio, là, on n'y est plus. Alors que les œufs des poules, les poules nourries avec des graines de lin qui vont être riches en acide alpha-linolénique, vont à ce moment-là contenir des oméga 3 et donc ça va être propice
à être un peu plus anti-inflammatoire. Et donc, la marque Bleu Blanc Cœur, je vous ai d'ailleurs mis le logo sur le petit PowerPoint pour que vous le reteniez. Hein, les œufs Bleu Blanc Cœur, c'est ça qu'il faut manger. Hein. Moi, je ne mange plus que ça. Alors, de temps en temps, on les trouve en magasin bio et Bleu Blanc Cœur. Mais entre des œufs bio et Bleu Blanc Cœur, moi, je choisis quand même les Bleu Blanc Cœur. Mais si je peux avoir bio et Bleu Blanc Cœur, c'est ça que je prends. D'accord? Voilà. Je reprends le fil de mon truc. Donc, voilà. Maintenant, au niveau de la complémentation, je lui ai donné de la glutamine. Vous voyez, je vous ai mis à peu près 2000 mg, 2 grammes par jour. Donc, ça se prend un quart d'heure, 20 minutes avant le repas. Hein, parce que là, il fallait lutter. Hein, c'est sûr qu'il avait une perméabilité intestinale, waouh. Vitamine D, la vitamine D va jouer un rôle anti-inflammatoire. Donc, pareil, il était à 35 nanogrammes. J'ai essayé de le faire monter autour de 70 nanogrammes pour pour que la vitamine D puisse agir sur la régulation de l'inflammation. Je lui ai donné des vitamines B parce qu'on a dit qu'il était fatigué, du magnésium. Hein, puisqu'on a vu qu'il avait pas mal de stress. Bon, ça, en général, j'en donne un peu à tout le monde. Des polyphénols anti-inflammatoires. Alors, EGCG, c'est ce qu'on va trouver dans le thé. Quercétine, c'est ce qu'on trouve dans les pommes rouges et les oignons. Bromélaïne, on peut trouver ça dans l'ananas. En fait, je vais donner un complexe qui contient tout ça. Et puis, bien sûr, des oméga 3, EPA, DHA. D'autant plus qu'il a de la tension artérielle et que quand on est, que l'absence, enfin la carence en oméga 3 peut expliquer pourquoi on a de la tension artérielle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les graisses vont être très intéressantes au niveau de la paroi de nos cellules. Vous savez, nos cellules sont entourées d'une membrane. Et cette membrane, elle est faite de gras. Alors, comment ça se passe? Donc ici, vous avez une grosse cellule, d'accord? Et à l'intérieur de sa membrane, il y a des gras, il y a du gras. Et d'ailleurs, c'est ce gras qui permet d'isoler la cellule de son environnement. Donc, si je fais la paroi de ma membrane, voilà. Donc ici, j'ai l'extérieur de ma cellule, ici, j'ai l'intérieur. Et à l'intérieur, là, j'ai du gras. Alors, comment il est fait, ce gras? Il est fait, en fait, on a des petites gouttes ici de phosphore, hein, ici aussi, qui va plutôt être, lui, hydrophile. Ça tombe bien parce que l'intérieur et l'extérieur de ma cellule, c'est des milieux aqueux. Donc ça, c'est très bien. Et là, au milieu des deux, je vais avoir des petites pattes d'acide gras. D'accord? Tac, 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 tac. Voilà. Et de la nature de ces... Pardon, j'ai perdu mon crayon. Et de la nature de ces acides gras va dépendre ce qu'on appelle la fluidité. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'extérieur de la cellule, j'ai l'intérieur. Donc, il faut que, par exemple, la nourriture, le glucose, par exemple, ou l'oxygène, enfin tout ce qu'il faut, puisse rentrer dans ma cellule, d'accord? Pour que la cellule puisse vivre et fabriquer tout ce qu'elle a fabriqué. Et d'autre part, il faut aussi que les poubelles, les déchets du métabolisme, puissent sortir. Donc, plus mes acides gras vont permettre cette fluidité membranaire, et mieux ça va être. Hein. Et il se trouve que lorsque j'ai des acides gras saturés, comme par exemple l'huile de coco, hein, ou le beurre, ou le saindoux, à ce moment-là, les acides gras vont être beaucoup plus rigides, si bien que là, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et si par exemple, cette cellule, c'est un globule rouge, eh bien mon globule rouge, à un moment donné, il va avoir besoin de s'aplatir pour rentrer dans des endroits très particuliers et il ne pourra plus. Alors quand ça arrive, eh bien, au niveau des capillaires, figurez-vous, alors vous savez les capillaires, c'est ces tout petits vaisseaux à l'extrémité de tout, c'est le bout du bout. Et donc ces capillaires-là, ils ont un diamètre qui est plus petit que mon globule rouge. Et donc là, j'ai mon globule rouge que je vais faire en rouge, il est là, et il doit rentrer dans le capillaire quand même. Et pourquoi c'est fait comme ça? C'est fait parce que c'est à ce moment-là que les échanges oxygène en particulier vont pouvoir se faire. Et donc, plus la surface de contact est étroite et plus les échanges vont être faciles. Vous voyez, ça colle à la paroi et du coup, c'est plus facile de faire des échanges. Alors que s'il y a un espace, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, mon globule rouge doit être capable de se déformer
Et d'ailleurs, après, ils ont cette forme demi-concave qu'on connaît pour pouvoir rentrer dans le capillaire et ensuite faire ces échanges gazeux. Eh bien, si vous mangez trop d'acides gras saturés, c'est-à-dire des gras trop rigides, à ce moment-là, mon globule rouge, il peut moins se déformer parce que c'est moins malléable, c'est beaucoup moins malléable. Et du coup, comme il peut moins se déformer, eh ben, il reste un peu gros comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que le corps a besoin de cet oxygène. Eh ben, la tension va augmenter. Si tu n'arrives pas à passer, ben, on va y aller au forceps, donc je mets plus de pression. Et donc, ça fait monter la pression. Alors, c'est un des mécanismes de la hausse de pression. Et comme ce client a de l'hypertension artérielle, eh bien, je me suis dit que les oméga-3, ça risquait justement de fluidifier cette membrane, de permettre du coup à ces petits globules rouges de mieux se déformer et de mieux pénétrer et donc de mieux travailler. Donc, c'était ça en fait le but du jeu. Est-ce que c'est clair mon explication? J'espère que ça l'est. N'hésitez pas à me dire ou simplement un like parce que un petit cœur rouge, merci pour le petit cœur. Super. Bon, ben, j'espère que c'est clair. C'est des choses de toute façon sur lesquelles on reviendra. Mais en tout cas, c'était très important hein, cette explication parce que ça, quand on connaît ça, on se dit que bah, prendre des oméga-3, c'est toujours une bonne idée. Super. Bah, merci en tout cas pour vos likes. Donc, du coup, je lui ai aussi donné des plantes. Alors, ça, c'était un cas qui est arrivé il y a quelques années. Donc, je lui ai donné l'arpagophytum ou la griffe du diable. Hein. C'est une plante africaine que je ne donne plus aujourd'hui. Pour quelle raison? Ben parce que c'est une plante qui, désormais, on l'exploite tellement, elle est en voie de disparition. Donc, je recommande de ne plus donner l'arpagophytum. Il y a plein d'autres plantes qu'on peut donner. Hein, donc, voilà. Je lui ai donné de la reine des prés puisqu'elle agit sur... déjà, elle permet d'uriner, donc ça fait pas mal, ça nettoie les toxines. Et puis aussi, elle est antidouleur, donc c'était pas mal. Et je lui ai proposé un mélange d'aubépine et d'agripaume, qui sont deux plantes. Alors l'aubépine, on appelle ça aussi la plante des cœurs brisés. Qu'on peut donner justement quand on est très stressé, etc. Mais elle a aussi ce rôle de réguler et le cœur et la tension artérielle, et plus encore quand elle est en synergie avec l'agripaume, qui en latin s'appelle Leonorus cardiaca. Cardiaca comme le cœur. Donc voilà, et donc je pensais agir à la fois sur la tension et la tachycardie. Donc là, je lui avais proposé des teintures mères. Les dosages, par contre, il les a beaucoup bougés, donc il a fallu trouver le bon dosage. Et puis, je lui ai quand même demandé de faire un peu de gestion du stress, c'est-à-dire, comme en plus il a un métier, etc. Bon, il fait quand même pas mal de sport, donc bon, voilà. Donc, je vais essayer de lui parler de la méditation, ça c'est quelque chose qu'il faisait un petit peu. Et puis, d'essayer de marcher un petit peu en ce qu'on appelle en pleine conscience, c'est-à-dire pas déambuler en pensant être un truc, mais en marchant, en respirant et en étant que sur la marche et en essayant d'évacuer, de laisser passer les pensées, etc. Bon, je suis pas sûre que ça ait eu... Bon, bref. 10 jours plus tard, il m'appelle catastrophe, au secours, j'ai mal partout, mon inflammation a explosé, alors il comprenait pas, etc. Depuis que j'ai arrêté le gluten et les produits laitiers, je ne comprends pas, d'autant plus qu'il n'avait pas vraiment encore commencé les compléments alimentaires parce qu'il les avait pas reçus tout bêtement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il était affolé. Et je lui dis, ouais, super. Alors, il s'est demandé pourquoi. Et en fait, très, très souvent, surtout quand on tape juste, l'arrêt du gluten et des produits laitiers peut faire une espèce de crise de détox. Alors, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, mais en tout cas, ça peut aggraver, hein, c'est transitoire, les symptômes. Et en général, c'est très bon signe. Et quand c'est comme ça, je fais yes. Donc, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, tenez le coup, ça ne va pas durer. Vous inquiétez pas. 3 mois plus tard, je l'ai revu. Il m'a dit qu'il avait moins d'inflammation et que son ventre était moins douloureux. Alors ça, j'étais contente puisque vous avez vu que j'ai pas du tout travaillé sur la dysbio chez ce monsieur, hormis les produits laitiers et le gluten. Je voulais voir ce que ça donnait comme ça. Il a perdu 5 kilos. Hein. Il n'avait plus de tension artérielle. Voilà, alors là, il était super content, il m'a dit, mais c'est génial, etc. Et en revanche, toujours sa tachycardie, etc. Donc, j'ai dit quand même qu'il fallait boire un petit peu, mais voilà, c'était pas... donc, je lui ai dit de continuer les efforts. On avait changé quelques trucs dans les plantes, je sais plus quoi, mais bon, rien, voilà, j'ai dit, vous continuez comme ça et on voit ce qui se passe. 1 an plus tard, je l'ai revu, il avait perdu 15 kilos.
sans faire régime, il dit c'est incroyable, je mange plus. Et ben voilà. Donc ça, c'est vraiment un excellent signe, hein. Quand on a moins d'inflammation, on a tendance à perdre du poids, hein. Beaucoup moins de douleurs articulaires, voire quasiment plus, hein. Mais par contre, toujours mal au ventre et toujours la tachycardie. Donc j'ai réinsisté sur la boisson. Il va falloir vous mettre à la boisson, cher monsieur. Et je lui demande une fois de plus de boire 1,5 litre d'eau par jour. Et je fais comme pour le gluten, je dis écoutez, vous faites l'exercice, en plus c'était quelqu'un de très carré, de très ordonné, de très... Voilà. Vous faites l'essai pendant 1 mois, vous buvez 1,5 litre, voilà, vous prenez votre bouteille d'1,5 litre tous les jours et vous la finissez dans la journée. Je vous demande juste de ne faire que ça. Alors, crunch, crunch, machin. Et puis finalement, 1 mois après, il me rappelle en disant « C'est incroyable, les tachycardies en quelques jours ont complètement diminué. Diminution aussi des douleurs abdominales, hein, et ça a continué et c'est toujours en amélioration. » Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce monsieur était déshydraté et un des signes de déshydratation, ça peut être une hausse de la tension, mais ça peut être aussi le cœur qui s'emballe parce qu'il n'y a pas assez d'eau et voilà, c'est un des signes de déshydratation. Donc, il était super content et depuis, s'est mis vraiment à la boisson, ce monsieur-là. Voilà, et donc c'est vraiment un cas remarquable parce que vraiment, j'étais complètement sidérée, quoi. Je pensais pas que le fait de boire, ça serait... voilà. Et donc, c'est un cas qui m'a tenu particulièrement à cœur. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? J'ai pas répondu. Olivier pour la tachycardie. L'olivier, oui, il va surtout aussi être utile pour les problèmes de tension artérielle. Ça marche très très bien en tisane, hein. On fait baisser la tension artérielle. Alice me dit, ça donne envie de faire la formation. Avec plaisir. Oui, oui, mais vraiment, nous, on se régale de vous faire cette formation. Voilà. Des questions particulières? Non, rien de... Bon, bah on va attaquer alors le dernier cas clinique. Voilà, tout le monde a l'air content, bon, tant mieux. Voilà, donc là, je vais vous parler d'un autre cas qui est la déprime. Alors, la déprime, donc c'est une femme de 35 ans, c'est un truc très... Alors là, avec le Covid, on en a à tire-larigot. Alors, il y a quand même quelqu'un, je tiens à le signaler parce que franchement, c'est trop beau. Il y a Lilou qui vient de m'envoyer un cœur avec un arc-en-ciel à l'intérieur. Franchement, il est trop beau, votre petit cœur. Merci beaucoup. Donc, mon troisième cas, pour revenir à nos moutons. Donc, c'est une femme qui a 35 ans, qui fait 1m60, 50 kg, donc qui est de stature normale. La plainte principale, c'est qu'elle se sent gravement déprimée et très, très anxieuse. Et ça, c'est depuis l'adolescence. Et d'autre part, elle se sent de plus en plus démotivée, elle a une perte d'intérêt pour la vie en général. Ça va pas, quoi. Il n'y a rien qui va. Elle se fait une montagne d'un rien. Quand elle a un peu de repassage, c'est gravir l'Everest. Enfin, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui va pas bien. Elle est constipée avec des ballonnements. Ah, et Aurélie, pardon, je suis désolée. Aurélie me dit, bah, il a plus mal. Donc, elles sont toujours déformées parce que je crois que les déformations là. Mais il a plus mal, ou presque plus. Voilà. Donc, elle n'a pas d'autres plaintes et elle prend des laxatifs de façon régulière. Donc, elle a vu des psys, des psychologues, des psychiatres, etc. Mais elle n'a pas envie de prendre des médicaments parce qu'elle se dit que ça ne lui fera pas forcément de bien. Bref, donc c'est quelqu'un qui a envie d'aller mieux, mais qui veut pas, voilà, qui veut pas aller voir les médecins pour sa déprime. Elle a envie. Mais là, quand elle est venue me voir, elle sentait qu'elle allait être obligée, quoi. Là, elle n'en pouvait vraiment plus. Ça commençait à être chaud pour elle. Alors, elle a une histoire de vie très compliquée, cette dame. Elle a perdu sa maman à 16 ans. Elle n'a pas souhaité me parler de ses histoires familiales. Ça avait l'air d'être compliqué. Alors, j'ai essayé d'ouvrir le débat, mais j'ai senti qu'elle n'avait pas envie. Donc, j'ai pas insisté, hein. Elle se sentait peut-être pas prête à parler. Elle m'a dit quand même qu'elle venait de perdre son papa qui est mort d'un AVC. Elle est mère au foyer. Elle a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et elle ne s'entend plus très bien avec son conjoint avec qui elle est mariée depuis 10 ans. Au niveau alimentaire, encore une qui mange bien, j'en ai beaucoup dans mon cabinet. Donc, elle mange beaucoup de légumes et de fruits. Elle mange beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, hein. Elle évoque même une forme d'addiction. Elle dit, moi, si j'ai pas mes pâtes 1 à 2 fois par semaine, ça va pas. Elle a fait pour le fromage, et en particulier pour le camembert et le brie. Elle ne boit pas de lait parce qu'elle aime pas ça, elle peut pas le supporter. Elle boit 3 à 4 tasses par jour et je la soupçonne même d'en boire plus, mais c'est déjà beaucoup. Et elle se plaint aussi d'avoir des pulsions sucrées vraiment intenses, en particulier le soir. Donc tout ça montre que on a vraiment un problème de neurotransmetteurs.
Au niveau de l'hygiène de vie, elle dort environ 8 heures par nuit. Elle se dit plutôt une grosse dormeuse, mais ces derniers temps, hein, depuis quelque temps, son sommeil est pas très récupérateur. Elle s'endort assez facilement. Elle se lève crevée. Elle me dit, voilà, j'ai envie de rien. Et elle n'a fait pas d'activité physique, hormis un peu de marche quand elle emmène les enfants à l'école ou qu'elle fait les courses. Donc c'est quelqu'un qui a une vie plutôt sédentaire, ce qui n'est pas non plus, qui ne favorise pas non plus un bon mental en fait. Donc comme je vous le disais, elle a vu plusieurs psys, voilà, ce que je vous disais, voilà, donc très bien. Alors, comment, je vous ai fait ce tableau-là, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui peut intervenir dans la déprime et l'anxiété? Bah, l'histoire de vie, hein, les traumatismes anciens, surtout si ces traumatismes ne sont pas résolus, bah, effectivement, donc voilà. La gestion du stress, c'est-à-dire est-ce qu'elle a un stress, est-ce qu'elle a un stress important ou pas, etc. Donc ça, j'ai vu avec elle, c'était pas, elle se sentait stressée, mais c'était pas le pire, c'est plutôt l'anxiété. L'inflammation, hein, ça peut vraiment être cause de déprime, l'inflammation, hein. Il y a des gens qui se sentent déprimés dès qu'ils ont de l'inflammation. Mais l'inflammation, elle peut être liée soit à des problèmes de dysbiose, à des problèmes de perméabilité intestinale, on l'a vu tout à l'heure. Et puis aussi, la déprime peut être causée par l'alimentation, hein. Et alors, ça peut être lié pas au gluten ou aux produits laitiers qui, parfois, sur des intestins très dysfonctionnels, peuvent générer des métabolites qui vont ensuite remonter via le nerf vague au niveau du cortex cérébral et qui peut donner justement ces sensations d'anxiété. Et ça peut être aussi la candidose, hein, qui elle-même peut induire cette anxiété via les métabolites. Enfin, il y a plein de choses possibles. En tout cas, c'était les hypothèses que Mais comme elle est constipée, du coup, j'avoue que c'était très intéressant. Alors, quelle solution apporter à cette dame? Alors, j'ai vu au niveau alimentaire, au niveau de la complémentation, de la phyto et de la gestion du stress. Alors, au niveau alimentaire, je lui ai déjà demandé de minorer le pain et surtout son fromage, hein. Si possible, le fromage pas plus d'une fois par semaine. Alors là, c'était dur de lui dire: «N'en mangez plus», mais au moins n'en mangez qu'une fois par semaine et plutôt, du fromage de brebis ou de chèvre qui sont des animaux qui physiologiquement sont un petit peu plus proches de nous qu'une vache. Une vache a, c'est le lait de vache est encore plus éloigné que de nous. Donc c'est ce que je lui ai dit, que fallait vraiment qu'elle minore ça. Je lui ai dit d'arrêter le café, hein, et de remplacer par du thé et des tisanes, parce que le café, si vous voulez, quand on va boire du café, la caféine va générer va générer du stress et une légère pointe de stress et de boost. Et ça veut dire que nos surrénales, donc qui sont des petites glandes au-dessus de nos reins, vont générer à ce moment-là de l'adrénaline et du cortisol. Et à chaque fois qu'on a de l'adrénaline et du cortisol, à ce moment-là, on a ce petit coup de boost et puis après, on a à nouveau cette fatigue. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on va éliminer un petit peu de magnésium. Et ce magnésium, une fois qu'il est éliminé, il va repasser dans les urines qu'on élimine aux toilettes. Et donc, du coup, on va être plus sensible encore à l'anxiété et au stress. Comme on est plus sensible à l'anxiété et au stress, on a besoin de se remonter. Comme on a besoin de se remonter, on prend du café et on est vraiment sur un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que je dis d'arrêter le café. D'autant plus que le café peut finir par nous empêcher d'absorber correctement les vitamines en particulier. Il est très riche en tanins. Voilà. Je lui ai demandé aussi de prendre un petit déjeuner protéiné le matin, donc ou des œufs, ou des restes de viande, ou les légumineuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour fabriquer, donc vous savez que le matin, on a besoin d'adrénaline et de dopamine. Donc c'est vraiment, voilà, la dopamine, c'est plutôt la motivation et l'adrénaline. Allez, on y va, on y va, on y va. Donc on a besoin d'adrénaline et de dopamine. Et donc pour fabriquer l'adrénaline et la dopamine, on a besoin d'avoir des briques, et ces briques, ce sont des acides aminés qu'on trouve dans l'alimentation, la phénylalanine et la tyrosine. Or, on trouve la phénylalanine et la tyrosine dans la viande en particulier, dans les protéines. Puis les acides aminés, c'est normal qu'on les trouve dans les protéines. Donc c'est pour ça que le matin, prendre un petit déjeuner protéiné, c'est super, parce que du coup, ça va nous permettre de fabriquer plus facilement des neurotransmetteurs, hein, c'est-à-dire ces petites molécules chimiques qu'on fabrique, pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà, je lui ai proposé ça.
Je lui ai demandé en revanche de faire un dîner avec des glucides lents pour favoriser la sécrétion de sérotonine. Vous savez que la sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur qui va plutôt être, en général, c'est sécrété en fin de journée et c'est plutôt la pédale douce, voilà. En plus, après, on va aller se coucher. Et donc, même avec cette sérotonine, après, on va fabriquer de la mélatonine qui est donc l'hormone de l'endormissement. Et donc, cette sérotonine, elle a besoin d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane pour être fabriqué. Donc ça, c'est pas le plus courant. Et elle a besoin, en fait, pour... en fait, le tryptophane, donc le tryptophane et l'acide aminé, je vais vous montrer, parce que je vais vous le protéines, non, pas Marion qui demande protéines animales obligatoirement, non, pas obligatoirement, ça peut être des protéines végétales, hein, pourquoi pas du tofu, du soja, des protéines. Hein. Donc, grosso modo, pour vous le faire rapido, donc, vous avez le tryptophane, d'accord? J'écris trypto hein, parce que c'est long. Ça va donner de la sérotonine, d'accord? Alors, il faut savoir qu'elle est fabriquée à 95% dans notre intestin et à 5% dans notre cerveau, d'accord? La partie qui est fabriquée dans l'intestin ne passe pas dans le cerveau. Parce que pour aller au cerveau, il faut passer une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Je vous l'écris là. Hémato-encéphalique. Encéphalique. Donc, la sérotonine qui est faite dans le ventre, elle passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, il faut qu'elle soit fabriquée à partir du tryptophane dans la tête. Et donc, ce tryptophane, il doit pouvoir monter. Et en fait... Donc, à partir de 5 heures en fin de journée, le tryptophane qui était lié à l'albumine se détache parce que le tryptophane, c'est comme tout le reste, il a sa petite protéine de transport qui s'appelle l'albumine, d'accord? Et donc, vers 5 heures, ça se détache. Et du coup, le tryptophane, il se dit « Ah, chouette, pardon, je peux monter au cerveau. » Pour monter au cerveau, il faut qu'il passe cette barrière hémato-encéphalique. Et on a une hormone qui sert à plein de choses, hein, c'est un peu un outil, c'est l'insuline. L'insuline, elle permet de faire rentrer le sucre dans les cellules, elle permet aussi de faire rentrer les acides aminés dans les muscles, et elle permet aussi de faire rentrer les acides gras dans mon popotin, si je peux me permettre. Et elle permet aussi de faire monter des tas de choses au niveau de la barrière hémato-encéphalique, et en particulier le tryptophane. Donc du coup, si je mange des sucres lents, plutôt des sucres lents, hein, c'est mieux que les sucres rapides, à ce moment-là, ça va faire monter mon insuline, puisque l'insuline, elle gère la glycémie. Donc, je mange des sucres lents. Ces sucres lents, quand ils rentrent dans l'abdomen, dans l'intestin, et puis dans l'organisme, ils vont faire monter ma glycémie, d'accord? Et pour faire redescendre ma glycémie, à ce moment-là, j'ai besoin d'insuline. Donc, mon pancréas qui est là va fabriquer de l'insuline qui est pulsée. Et quand cette insuline est sécrétée, à ce moment-là, mon glucose rentre dans mes cellules et mon tryptophane, pardon, il monte au cerveau pour fabriquer de la sérotonine. Donc c'est bien le soir de pouvoir avoir un repas avec des glucides lents parce que ça va permettre de plus facilement fabriquer de la sérotonine. D'autant plus que la sérotonine ensuite va donner cette fameuse hormone du sommeil, de l'endormissement, qui s'appelle la mélatonine. Et donc, chez des gens qui sont, par exemple, en manque de sérotonine, pour X raisons, hein, il peut y avoir 1001 raisons, c'est intéressant déjà de leur dire de manger des sucres lents, ça c'est bien. Hein. Et vous allez avoir ces gens ne vont pas dormir. Pourquoi? Parce que comme ils sont en manque de sérotonine, ils sont aussi en manque de mélatonine. Et donc, du coup, eh ben, ils ne peuvent pas dormir. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Voilà. Je vous explique tous mes trucs de naturo, hein. Donc voilà, et puis je lui ai demandé quand même d'augmenter les fibres, hein, des graines de lin, des graines de chia, pour favoriser sa dysbiose. Hein. Donc, donc limiter le plus possible le sucre, surtout qu'elle en mangeait quand même pas mal, et puis augmenter les fibres parce que je trouvais qu'elle en mangeait quand même pas suffisamment. Là, je lui ai proposé les graines de lin et les graines de chia. Alors pourquoi les graines de lin? Parce que dans les graines de lin, vous avez ouh, j'ai un trou de mémoire là. Vous avez des lignines, des lignans, au cours, Sylvie, j'ai un trou de mémoire. Bref, vous avez des substances dans la graine de lin qui vont être anti-cancer du sein en particulier. Et je vous rappelle que dans son, pardon, je suis à l'envers, là, dans son truc, ah non, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis. Mais sa mère avait eu un cancer du sein, donc il y avait un risque de cancer du sein. Donc du coup, c'est pour ça que les graines de lin m'ont paru être une excellente idée.
Voilà, voilà, c'est ça, très bien. Délignant, merci Sylvie, voilà, c'est ça, délignant. Je suis désolée, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc voilà, des fibres, graines de lin et puis des graines de chia. Alors l'intérêt aussi des graines de lin et des graines de chia, c'est que c'est riche en acide alpha-linolénique, donc en oméga 3. Alors les graines de chia, il suffit de les faire tremper hein, dans un peu d'eau ou dans du lait végétal. Les graines de lin, on peut soit les faire tremper 12 heures avant ou encore les moudre juste avant de les manger. Alors au niveau de la complémentation, je lui ai donné du magnésium, surtout qu'elle se sent anxieuse, et en plus avec sa perte de café. Ah, donc vous avez compris un peu ce cercle vicieux, café, j'urine mon magnésium, je suis stressable et anxieuse, café, etc. Donc voilà, c'était vraiment un cercle vicieux, fallait lutter. Des vitamines B, ben, parce que elles sont importantes pour l'énergie, donc voilà. La vitamine D, et puis son rôle de modulation de l'inflammation, ça me paraissait vraiment très intéressant. Et les oméga 3 pour la modulation de l'inflammation, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Ça c'est quelque chose qu'on voit tout le temps parce que c'est hyper important. Et enfin le chrome qui a montré qu'il était intéressant pour lutter contre les pulsions sucrées. Donc c'est un oligo-élément hein, qui a montré qu'il était très intéressant pour lutter contre les pulsions sucrées. Christine Lemain qui me dit: «Avez-vous un exemple de petit déjeuner protéiné?» Eh ben, je sais pas, ça peut être par exemple, des graines de chia qui sont très riches en protéines, trempées dans du lait végétal, avec, un peu d'oléagineux, avec peut-être quelques fruits frais ou enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être, mes œufs, bleu, blanc, cœur, vous avez compris, hein. Ça peut être, des restants de la veille, le restant de lentilles, le restant de pois chiches, le restant de viande, de poulet, etc., tout simplement. Hein. Alors au niveau des plantes, cette dame-là, je vais donner de l'aubépine en gémothérapie. Alors la gémothérapie, c'est quoi? C'est qu'en fait, on prend les bourgeons, c'est-à-dire avant que la plante ne fasse au printemps ses feuilles, etc. Et on va ensuite en faire une teinture, hein, qu'on appelle donc de la gémothérapie. Et c'est très très utile contre l'anxiété. Hein. Je vous ai dit, on l'appelle la plante des cœurs brisés. De la passiflore, parce que c'est une plante qui est anxiolytique et apaisante. Et je lui ai donné aussi de l'éleutérocoque, parce qu'elle a une action antidépressive, anxiolytique et aussi énergisante. C'est une adaptogène, c'est-à-dire que elle va vraiment travailler, en fait, c'est vraiment des frappes ciblées. Donc l'éleutérocoque, en plus, il y a pratiquement aucune contre-indication, sauf les hypertensions très fortes et chez la femme enceinte. Mais en général, chez la femme enceinte, on ne donne pas de plantes. Donc voilà, et je lui ai donné ça sous forme de gélule, l'éleutérocoque. Alors, elle a accepté, cette dame-là, de faire de la méditation de pleine conscience et elle a trouvé que ça lui faisait beaucoup, beaucoup de bien. Et je lui avais conseillé aussi, à cause de ses traumatismes anciens dont elle n'a pas eu envie de me parler, je lui ai parlé de l'EMDR. Alors, l'EMDR, c'est Eyes, Mouvement. Bref, l'idée, c'est de vous faire raconter le traumatisme en vous faisant bouger les yeux de gauche à droite. Hein. Et ça permet en fait de mettre les deux hémisphères cérébraux en connexion. Et ça, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais ça a des effets. On s'en sert même maintenant pour les gens qui ont vécu des traumatismes comme des attentats, des choses comme ça. C'est très très efficace. Donc voilà, ça marche très très bien. Je lui ai demandé quand même d'essayer de trouver un psychologue ou un psychothérapeute et de faire un travail sur la gestion de ses émotions. Voilà, faire du travail dans tout ça parce que je sentais qu'il y avait vraiment du boulot à faire, mais que là, en plus, c'était pas de ma compétence, c'était pas de mon ressort. Hein. Il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on peut pas faire. Et puis, je lui ai demandé quand même de faire de l'activité physique plus importante, au moins 1 heure par jour. Il s'agisse de marche, de natation, de vélo, de course à pied, tout ce qu'elle veut, mais au moins 1 heure par jour, il fallait vraiment qu'elle se bouge, en lui expliquant que ça allait transformer son organisme et elle allait se sentir mieux. Voilà, merci Sylvie. Alors oui, eye movement, desensitization, reprogramming ou un truc comme ça. Voilà, Sylvie est en train de me dire ce que veut dire EMDR. C'est incroyable, ce soir j'ai des trous de mémoire. C'est pas tous les jours, mais voilà. Voilà, eye movement, desensitization and reprocessing. C'est-à-dire une reprogrammation avec ce mouvement des yeux. J'en ai déjà fait, moi, 2 séances et c'est remarquablement efficace.
3 mois plus tard, cette dame-là allait beaucoup mieux. Donc, elle se sent moins anxieuse, elle se sent moins déprimée. Alors, c'était pas encore le pied, hein, mais elle me disait, voilà, le matin, j'ai plus l'angoisse de cette journée qui commence. Je suis pas encore bon pied, bon oeil, mais bon, ça va un peu mieux. Sa constipation est en régression, hein, mais toujours présente. Alors là, pour le coup, je lui ai donné de l'EPP pendant 1 mois, puis ensuite des probiotiques. Et puis, une fois par semaine, elle nage. Alors ça, c'est une bonne idée parce que figurez-vous que il y a des études qui ont montré que simplement le fait que l'eau glisse sur la peau, et d'ailleurs, quand on va à la piscine nager ou à la mer, hein, on sort, on se sent bien, on se sent tout détendu. Pourquoi? Parce que le fait de cette eau qui coule comme ça sur la peau, on a montré que ça augmentait les taux de sérotonine. Donc, vous voyez, c'est un truc un peu mécanique, mais ça fonctionne bien. Donc elle court 1 fois par semaine et il faut savoir que la course à pied, on a justement le pied qui va heurter le sol et là aussi on a montré qu'on sécrétait des endorphines et donc de ces molécules de bien-être, donc ça c'est très intéressant. Elle marche les autres jours et surtout elle a pris plaisir à cette activité physique qui l'apaise. Elle se sent vraiment apaisée. Et 1 an plus tard, elle va carrément mieux, elle n'a pratiquement plus de constipation, elle a entrepris enfin un travail avec un psychologue et elle s'est aussi pris un coach de vie. Alors décidément, là, c'était la grosse prise de conscience, ça c'était super. Et alors, elle a demandé et obtenu le divorce. Visiblement, mais je sentais qu'il y avait des trucs lourds, mais elle n'a pas voulu m'en parler, donc j'ai pas insisté. Et enfin, elle était très contente parce qu'elle reprenait là dans quelques semaines son ancien travail de secrétaire médicale. Donc vous voyez, c'était vraiment une personne, je l'ai trouvée transformée, gaie, vraiment plus la même quoi, plus la même énergie, youpi quoi, youpi tralalaire, merci, vous m'avez fait du bien. Ben, j'étais contente. Alors, ben voilà, on est au bout de cette heure et demie. Ben voilà, le temps est passé vite, hein. J'espère que. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires? Est-ce que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin? N'hésitez pas, hein, voilà. En tout cas, donc, voilà un petit peu. Donc vous allez pouvoir télécharger le support à partir de maintenant, hein. Donc n'hésitez pas à faire aussi vos retours parce que je sais que les 2 précédents lives que j'avais fait, on m'avait dit qu'il manquait, c'était beaucoup théorique et pas assez pratique. Donc voilà, là c'est un aperçu de comment moi j'ai pu voir les choses, je les ai faits. Alors question Chantal me dit plus de constipation car elle ne prend plus de laxatif. Non, elle ne prend plus de laxatif parce qu'elle en a plus besoin parce qu'elle est plus constipée. Hein, donc voilà, tout simplement. Pourriez-nous voir un cas de candidose? Là, c'est peut-être un petit peu tard. J'en ai pas là parce ça se prépare un peu hein, quand je fais un cours. Mais la candidose, ça dépend vraiment du contexte. C'est très la candidose en soi, ça veut pas dire grand-chose parce que la candidose, ça peut être une petite candidose, une candidose complètement invasive. Quel est le contexte? Est-ce qu'on est dans un contexte où on a du stress? Est-ce qu'on est dans un contexte où il y a eu des pathologies? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'antibiotiques au long de la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des infections froides, genre maladie de Lyme? Alors là, ça peut être des désastres. Vous voyez, donc c'est quand même très compliqué. Hein. Lydie me demande ce que je pense de l'EFT. Je ne connais pas bien, donc je ne peux pas vous répondre. Là, j'avoue que je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est voilà. Merci Antoine. Voilà. Donc voilà. Donc téléchargez le support et vous aurez voilà, vous aurez tout ça. Pauline me dit mon médecin ne semble pas informé sur ce type de diagnostic. Quel asile faut Alors effectivement, ça ce sont des analyses qu'on va plutôt demander en micronutrition, qu'il s'agisse de médecins parce que vous avez des médecins qui pratiquent la micronutrition ou encore des naturopathes qui pratiquent. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les métabolites organiques urinaires. Mais votre médecin habituel, lui en général, il n'est pas formé à ça. C'est vraiment une spécialité à part. Donc si vous voulez, vous pouvez soit aller voir un naturopathe qui fait de la micronutrition ou alors aller voir un médecin qui fait de la micronutrition. Et là, il pourra vous proposer une analyse. Voilà. Alors, pour aller plus loin, quand même, il faut quand même que je vous en parle. Donc, vous avez donc cette formation qui va être donc intestin et santé. Donc, on a vraiment avec Sylvie axé tout notre truc là-dessus. Alors,
À qui ça s'adresse cette formation? Ça va être 9 lives, hein, donc à ceux qui veulent s'initier à la naturopathie et ceux qui savent pas encore s'ils veulent le faire ou pas vraiment, etc. Bref, tous ceux qui ont envie de savoir comment ça se... ben voilà, c'est vraiment fait pour vous. Donc on va vous initier aux bases de la naturo, on va vous expliquer comment fonctionne l'intestin, donc on va vraiment vous faire un peu de physiologie, vous allez voir, c'est passionnant, hein, vous savez même la physiologie, la biochimie, moi quand j'en faisais à l'école, et en fait, maintenant que je vois l'intérêt, mais c'est fascinant, quoi. Je donnais un exemple, là, je parlais avec une jeune naturo, avec Juliette, et je lui disais, mais moi, le cycle de Krebs, quand je l'ai appris, c'était, vous savez, c'est ce cycle où on fait de l'énergie, c'était compliqué, etc. Et en fait, une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne et le pourquoi du comment, mais c'est génial, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ouais, c'est super, quoi. Et c'est surtout, on comprend mieux après les choses. On va vous familiariser aussi avec les différentes pathologies digestives et on va développer ces connaissances autour de remèdes naturels. L'idée étant de voir comment, avec l'alimentation, avec les plantes, la gestion des stress, etc., ça va vous permettre d'avoir des réponses. Voilà. Puis ça va être après à vous d'expérimenter sur vous-même, sur vos proches, etc. Et vous verrez qu'on a des résultats assez étonnants. Donc c'est Sylvie Guillemin-Lannes et Catherine Crapoulet, c'est moi qui allons vous faire donc cette formation. Donc on est ravis. Hein, donc c'est elle qui commence la semaine prochaine. Donc ça attaque donc le 25 mai au 13 juillet, 9 cours. Hein. Donc un live par semaine, en général le mardi à 20 h. Donc on se retrouvera tous les mardis à 20 h. Donc nous serons là et à la présentation et à la modération. Et vous aurez un accès au live, au replay des lives, et ce jusqu'au 31 décembre 2021, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Il y a une promo là-dessus, donc ça va être jusqu'au 13 juin, 120 €. Moi, vraiment, enfin, vous faites comme vous voulez, mais franchement, vu la qualité, c'est cadeau. Franchement, vous ne le regretterez vraiment pas, je peux vous assurer. On a tous travaillé comme des dingues là-dessus et on est ravis de vous l'apporter. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout de cette intervention. Bah écoutez, si vous avez encore 2-3 questions, je prends. Et puis j'espère en tout cas que vous aurez été contents par cette heure et demie, presque 2 heures que nous avons passé ensemble. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai été ravie moi de vous retrouver ici. Voilà. Il y a des questions. Votre programme se base uniquement sur l'intestin, me demande Fifi. Bah, en fait, à partir du moment où on commence à parler de l'intestin, on décline tout le corps. Donc oui, on va beaucoup parler de l'intestin parce que c'est le b.a.-ba. Vous allez voir, c'est vraiment... Merci Nani, merci Cécilia. Merci vraiment pour vos compliments, ça me touche vraiment. En tout cas, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis, il y aura aussi à la fin de chaque live des petits quiz. À la fin des 9 lives, vous aurez même carrément des petits cas cliniques, hein, enfin des petits cas pratiques, où ça va être vous qu'on va mettre un petit peu au travail. Donc voilà, vous aurez tout ça apporté et on est vraiment, Sylvie et moi, absolument ravis de vous apporter tout ça. Voilà. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée, dormez bien, faites de beaux rêves, des rêves de naturopathie. Et puis on se retrouve, donc ce sera Sylvie hein, qui va faire donc le premier live sur la physiologie de l'intestin. Vous allez voir, c'est passionnant. Et moi, je prendrai la suite et on vous parlera de l'intestin perméable et de dysbiose. Vous allez voir, ça va être génial. Voilà. Je vous souhaite donc à tous une excellente soirée, une excellente fin de soirée. Et je vous retrouve très bientôt. Nous vous retrouverons très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.